Bienvenue dans le Télescope, le podcast qui zoome sur l'univers WordPress et toutes les étoiles qui gravitent autour. Je suis Naïs, développeuse WordPress. Et je suis Quentin, expert SEO. Ensemble, on part à la rencontre de celles et ceux qui font briller l'écosystème WordPress. Notre objectif ? Vous faire découvrir l'histoire, le parcours d'hommes et de femmes qui façonnent et participent à l'évolution de ce CMS. Installez-vous, on vous présente tout de suite notre invité pour cet épisode. Aujourd'hui, on braque le télescope sur Déborah Donnier. Avec plus de 15 ans d'expérience dans le milieu, Déborah est une entrepreneure multicasquette, de la création de sites au monde du podcast. Ce qu'on retient particulièrement, c'est son côté visionnaire et sa persévérance. Elle a misé sur WordPress dès 2009 et proposait déjà des formats vidéo à ses tout premiers clients, avant même que ce ne soit cool. On vous en dit pas plus, elle raconte son histoire bien mieux que nous. On vous laisse découvrir tout ça. Bon épisode. Bonjour Déborah. Bonjour Naïs. Bonjour. Bonjour Quentin. Merci de nous rejoindre pour ce 6e épisode du Télescope. Je suis ravie, merci. Nous tout pareil. Est-ce que tu vas bien pour commencer ? Bah oui, je suis avec vous. Ça va bien. Honoré. On est vraiment ravis. Décor de ouf, setup de ouf. En partie grâce à toi, enfin complètement grâce à toi. Merci à toi et à Sarah pour ce setup. On est vraiment très très chanceux et on espère que ce sera apprécié de l'autre côté aussi. On reparle de podpreneur évidemment tout à l'heure. Aujourd'hui, si tu devais te présenter en 1 minute, tu dirais quoi ? Multi-entrepreneuse, pourquoi ? Parce que j'ai lancé beaucoup de concepts, de produits, d'offres, de sociétés, j'ai envie de dire. Donc multi-entrepreneuse et depuis 16 ans, parce qu'on m'a fait la remarque, donc j'aime bien le redire maintenant. Je prends un peu ce qu'on m'a partagé. Pendant 16 ans, j'ai fait tout le temps la même chose. J'ai été entrepreneuse et j'ai jamais été salariée. Donc je pense que ça résume bien un peu ce que j'ai fait avec plusieurs branches, le web, la com et aussi le podcast vidéo. Très bien résumé. Petite tradition du Télescope pour se mettre en jambe pour la suite, pour les vraies questions sérieuses. On se fait un petit rallye questions avec vraiment des questions level 0. Si tu devais me parler de l'odeur qui te ramène directement en enfance. Forcément, la pizza napolitaine, parce que je viens de l'Italie, en tout cas du côté de ma mère, et j'ai vécu une grosse partie de mon enfance là-bas. Et ça a été aussi toute cette culture qui m'a apporté le dynamisme, la relation à l'autre, le respect de l'autre, et aussi aimer échanger avec l'autre. Donc je dirais ça. Trop chouette. Plutôt team matin ou team du soir ? Team du soir, j'ai du mal à démarrer le matin, donc en général les rendez-vous clients c'est plutôt à partir de 10h, tu vois. Okay. Quand tu n'es pas multi-entrepreneuse, qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi tes hobbies ? Alors en fait, j'ai eu la chance de développer ma passion en métier, presque on va dire, puisque j'adorais la radio. Petite, mon père me disait toujours, il me l'a redit encore, mais t'étais toujours fourrée à la radio. Alors à l'époque, c'était une radio amateur, mais effectivement, ça faisait partie de mes passions. Et à côté de ça, j'en fais moins maintenant parce que mon grand âge avance, donc forcément le corps c'est plus compliqué. Mais c'était le taekwondo, donc les arts martiaux, avec la philosophie et aussi en tant que femme, avoir les capacités pour pouvoir se défendre, c'était assez intéressant. Très, très cool. Ton dernier voyage ou celui que tu rêverais de faire ? Alors, dernier voyage que je connais, c'est en Italie, donc je connais bien le pays, notamment à Naples. Ce que j'aimerais faire, il y en a plusieurs dans la liste. Il y a notamment le Japon, parce que ça fait le pont aussi avec les arts martiaux, et puis aussi la culture japonaise avec le respect et l'harmonie du corps, la médecine chinoise que j'aime beaucoup, donc je dirais le Japon. On ne peut que recommander. C'était quoi ton métier de rêve quand tu étais petite ? Je rêvais d'être journaliste. Finalement, dernièrement, une amie m'a dit en fait, tu as réadapté le métier de journaliste, donc t'es pas très loin de ton rêve. Et je lui ai dit, effectivement, tu as raison, puisque finalement, je rêvais d'être en télé ou en radio. Finalement, je me suis réadaptée avec des outils comme YouTube ou les réseaux sociaux. Donc, j'ai créé ma propre télé, mon propre canal. Donc, j'ai presque touché du doigt, on va dire. Donc, j'y suis pas loin. T'as trouvé en tout cas le chemin parallèle qui te mène à ça. Très, très cool. Je te propose qu'on passe au sérieux. Tu fondes Design en 2009. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation. Exactement. C'est la bonne prononciation, parfait. Tu t'es pas trompée. Donc en 2009, tu fondes Design. Il y a quoi avant ? C'est quoi ton parcours ? Avant, il n'y a pas grand-chose niveau professionnel puisque je sors des études et qu'est-ce qui se passe dans ma tête ? Je me dis, je rêve d'une entreprise où il y ait du respect, de la bienveillance, où chacun soit au même niveau. En gros, le big boss peut aller très bien faire un café à un invité ou un prospect et le designer va très bien échanger avec la partie tech ou celui qui vient en tant que stagiaire pourrait très bien donner des idées dans une réunion. Et en fait, quand je sors de mes études en 2008, je trouve pas cette entreprise. Et en même temps, je vois passer
dans mes jours de errance à la maison où je me dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie? En fait, je vais être animatrice. OK, bon je vais pas faire les grandes écoles de journaliste parce que je venais de la campagne et aller à Paris, c'était un peu compliqué à l'époque, hein. Il fallait vraiment être dans le gratin parisien, on va dire. Et puis je vois passer une pub à la télé et à ce moment-là, mon père il me dit "Ah, t'as vu notre ami Sarko là, petit clin d'œil à lui, il sort un statut qui est l'auto-entreprise." Et là, je lui dis, mais attends, mes parents avaient une entreprise, donc je voyais qu'il y avait beaucoup d'argent et en tout cas beaucoup de frais qui étaient engendrés. Et je me dis, mais c'est compliqué. Moi, je regardais, j'ai ouvert mon portefeuille, je me suis dit, j'ai 10 francs, quoi. Et il me dit, mais je crois qu'il faut 1 euro pour démarrer l'entreprise. Ah ouais, ok. Et l'après-midi, on était justement à la CCI pour aller sortir mon statut officiel, donc chef d'entreprise. Je savais pas dans quelle aventure j'allais m'embarquer, mais en tout cas, avant, il n'y avait rien. J'ai jamais été salariée, donc c'est assez atypique et c'est même un peu vertiginant, j'ai envie de dire, parce que si demain il faut que je sois salariée, je pense que je rentrerai pas du tout dans le moule et je serai une très mauvaise salariée, tu vois. Pas forcément, du coup, les codes de l'entreprise, forcément. Pas du tout. Et je suis admirative pour ceux qui savent très bien le faire et qui sont heureux dans une entreprise en tant que salarié. Oui. Et du coup, il y avait quand même la fibre entrepreneuriale dans ta famille, Oui. un peu, ouais. Alors dans la mécanique auto, donc rien à voir avec le web, la com, en tout cas le digital, mais il y avait toujours cette passion et j'ai vu mes parents animés par leur travail, travailler ensemble et de ramener aussi un peu du travail à la maison. Donc forcément, ça m'a un peu modelée à être entrepreneuse. Ok. À quel moment est-ce que tu rentres en contact avec WordPress dans cette chronologie ? Alors en fait, quand je crée des designs, donc c'était une micro-entreprise, hein, j'étais toute seule, même si je disais déjà j'étais agence, mais bon, il y avait que de moi et moi-même qui était agence. Je décide d'aller me confronter au public, c'est-à-dire mes clients, et me dire qu'est-ce que je vais leur proposer. À l'époque, si on se replonge, on avait les pages jaunes, les ordinateurs dans un train étaient compliqués, puisqu'en fait, il y avait que les grands chefs d'entreprise, hein, et Facebook apparaissait en anglais en 2009, pour bien se remettre, et c'était le début des chaînes YouTube. Donc je me dis, mes clients, ils ont besoin d'une visibilité, comme on dit aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une communication, de la prospection. Et je me mets au contact d'eux et je leur dis, qu'est-ce que vous avez besoin? Donc voilà, je fais un peu un questionnaire à des coiffeurs, des fleuristes, des artisans du BTP, etc. Et ils me disent, en fait, on veut des clients et on veut nous trouver. Et à l'époque, j'avais créé, donc au bout de quelques mois, un pack avec une page HTML, parce que oui, pour les geeks qui nous regardent, je faisais du Dreamweaver à l'époque. Ah, oui, Dreamweaver. Oui. Dreamweaver. Ah, ouais, là, je peux le dire dans votre podcast parce qu'au moins, ils connaîtront. Ah ouais. On vient de loin. Et il y avait encore du Flash à mon époque. Hein. Ah ouais. Il y avait pas beaucoup de JavaScript ou de JS, c'était pas très connu. Et donc, je fais un package avec une page en HTML que je codais, un flyer, une carte de visite et une petite capsule vidéo, puisqu'en fait, j'avais appris ça de manière autodidacte par le monde de la radio, avec le début des chaînes YouTube. Et donc, je leur propose ce package à moins de 1000 €, donc 900 et quelques. Et ça commence à prendre forme. Et je me dis, OK, je crois que j'ai compris quelque chose. Les gens ont besoin d'une visibilité globale et pas que d'un aspect technique. Parce que quand je leur parlais de site, ils disaient, un quoi? Ah oui, maintenant c'est évident. Mais à l'époque, c'était pas du tout évident. Voilà, donc je grandis de cette manière-là. Et puis à un moment donné, je vends des projets, sauf que je suis plus rentable. Parce que à un moment donné, les sites, c'est plus des one page, c'est en tout cas une seule page, c'est 2-3 pages. Puis après, c'est des accès administrateurs, parce qu'en fait, on fait vraiment des plateformes. Et là, je me bloque et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont inventé tout ce que je suis en train de coder depuis, entre guillemets, des semaines ou des mois? Et là, je découvre WordPress. Et la première personne qui est passée chez vous, c'est Maxime Bernard-Jacquier, qui est pas très loin de chez moi à Grenoble et qui me dit ah, tu sais, il y a des communautés, une grosse communauté, il y a des événements à Paris, ça pourrait être super intéressant. Si on y va ensemble, pas de souci, je te présente les copains et tout ça. Et c'est grâce à lui que je développe la communauté. Donc, je participe à un Promet WordCamp et je vois effectivement la puissance de WordPress et je me dis, OK, je peux gagner du temps et donc de l'argent, vendre plus et avoir plus de rentabilité. Et puis, en plus, je peux déléguer des parties techniques qui, moi, ne me passionnent pas au début puisque je suis plus communicante sur comme profil. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert la communauté et présenté et proposé du WordPress maintenant 100%. Et en tout cas, à l'époque, c'était entre 2011 et 2012 que je rencontre la communauté. Donc il y a déjà cet aspect multicasquette avec cette offre package où tu as à la fois la vidéo où aujourd'hui tu es complètement dedans, tu as le côté site web. Justement, ce côté multicasquette, on le voit très vite sur de la création de contenu, avec la création de ta première entreprise à 23 ans, orientée web, et puis il y a de la création de contenu avec prévention santé. Pourquoi est-ce que tu es très vite sur
plusieurs sujets? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que tu as besoin d'être stimulé, un truc un peu d'être toujours à fond? Ouais, en fait, c'était une ancienne émission et j'ai eu beaucoup de clients qui étaient dans le domaine de la santé, dans la santé naturelle et du coup, ils avaient besoin de contenu. Donc ils m'ont demandé, moi, c'était pas mon choix particulier, mais ils se sont dit: «Bah tiens, est-ce que tu pourrais nous accompagner, pour, nous faire des capsules vidéo et cetera?» Donc c'est comme ça que ça s'est étendu. Mais en fait, mon trop commun, c'était vraiment le partage en vidéo, notamment des formes d'interview, soit face caméra comme nous aujourd'hui, soit hors caméra pour accompagner nos clients, en tout cas mes clients à l'époque, dans leur visibilité globale, quoi. OK. Mais du coup, moi je perçois quelque chose de très, en avance, de presque visionnaire en fait tu fais, quasiment du podcast à un moment où c'est pas du tout mainstream, tu fais du WordPress à un moment où c'est pas mainstream non plus. Est-ce que c'est basé sur quoi? C'est une appétence pour aller chercher toujours, la meilleure solution? Est-ce que c'est de l'intuition? Sur quoi ça se base selon toi? Alors tu sais, mon psy m'a dit: «Il faut que tu acceptes que tu es souvent peut-être en avance et qu'il faut être patiente». Alors certains pourraient interpréter ça drôle, certains pourraient dire: «Ah mais oui, c'est un signe», peu importe l'histoire, ou en tout cas les croyances que vous avez. En tout cas, c'est sûr que j'ai été patiente parce que le podcast, j'étais trop en avance. Maintenant, je suis en plein dedans et souvent, c'est ce qu'on nous dit: «Ah mais vous avez senti, vraiment la mode, le move, et tout le business qu'il y a à faire autour du podcast». Bah non, pas vraiment, puisqu'en fait, je l'ai toujours fait. Par contre, je l'ai toujours maintenu. Et ça, c'est compliqué. C'est comme un sportif, c'est comme un passionné, c'est comme quelqu'un qui entretient sa santé. Bah en fait, si vous regardez les plus gros youtubeurs, pas forcément avec des millions d'abonnés, mais qui sont toujours là, bah oui, ça fait au moins 10 ans qu'ils sont là et tous les jours, ils ont du contenu régulièrement, ou toutes les semaines, ou tous les mois. Ouais, tout à fait. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de la discipline et de l'implication, de la persévérance. OK, très, très cool. Mais à l'image des arts martiaux, pour moi, mon business, c'est du long terme. Donc, effectivement, c'est de la performance et c'est de la régularité. Et ça, c'est propre à mon parcours. Et je suis peut-être un peu maso, mais en tout cas, je le vois comme ça. Ouais, ça s'entretient. C'est pas quelque chose juste à un moment c'est censé évoluer. Et même tout le cadre autour évolue. Donc, tu es obligé de travailler avec. Complètement. Et il y a autre chose, justement, plus côté des designs, qui, moi, m'a frappée et où on rejoint ce côté visionnaire. Tu parles déjà d'accompagnement humain, d'accompagnement sur mesure. C'est carrément rare à l'époque où on propose ce qui est dispo. Il vient de quoi ce choix d'humaniser la création de sites? Tu sais, c'est une question que je me suis posée il n'y a pas longtemps, parce que je fais un peu mon introspection. Vu que je le fais souvent chez les gens, je me dis, bon, il faut quand même que je me colle à l'exercice, ça serait cool. Et je pense que de par ma culture italienne, on s'est toujours intéressé à échanger avec les autres, être là. Mes parents m'ont toujours dit, on est des artisans pour notre client et vice-versa, et on aime nos clients. Et en fait, je crois que j'ai trop vu ma mère aimer les gens, vraiment, quand elle les recevait. Et moi, je ne veux pas travailler avec un client que je n'aime pas. Et je l'ai dit dans un récent post, j'ai envie de travailler avec des clients à l'image de si je déjeune avec eux. C'est-à-dire que si j'ai pas envie de déjeuner avec mon client, c'est qu'il y a un problème. Tu vois, j'ai envie de partager plus que déjà de l'argent, parce qu'en fait, l'argent c'est bien, mais je vois tellement de gens qui ont beaucoup d'argent mais qui sont seuls, ou alors qui peuvent pas avoir d'enfants, ou qui se divorcent plein de fois et du coup ils sont malheureux parce qu'ils trouvent pas l'âme sœur. Enfin, tu vois, c'est pas mon but premier. Donc c'est vraiment cet échange avec l'autre. Et au final, maintenant, c'est plus tendance et c'est plus rare, alors que à la base, je me dis mais tout le monde devrait fonctionner comme ça. Et finalement, pas tout le monde fonctionne comme ça. Non, clairement. Et même quand tu dis au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, faut aussi, on est quand même dans la prestation de service, ou dans le sens, on peut pas faire 15 000 ventes de plus en 2 semaines. C'est du temps humain que tu as passé. Et en fait, c'est quand même très dur de scaler des agences. Faut mettre des process et au bout d'un moment, tu es obligé de passer par un recrutement humain. Parce que c'est incompressible ce temps-là. Donc c'est quand même une logique qui est complètement différente. Oui, et puis en fait, pour durer, même avec tes clients, il faut que tu t'intéresses. Et ça se voit vite si tu t'intéresses pas ni au projet, ni à la personne. Pour moi, ça me paraît une évidence. Surtout dans cette branche-là, et en plus dans notre domaine du web et de la com, parce que pour moi, c'est vraiment deux canaux connectés, où on voit tellement de choses, on entend tellement de fake news que forcément maintenant les gens se disent ok, est-ce que derrière je veux avoir de l'humain et je veux avoir des gens qui sont sincères et qui sont réels. Donc, dernièrement on nous a dit mais est-ce que vraiment vos collaborateurs, enfin en tout cas votre équipe de freelance, ils sont en France, parce que nous on en a marre qu'ils soient à Dubaï, à Bali, etc. C'est très bien, c'est un business model et j'ai plein de collègues qui le font, ils sont top, ils ont raison, mais en tout cas nous, notre créneau, nos clients ne veulent pas ça. Ils veulent entre guillemets du made in France, c'est-à-dire local, et des gens qui soient là à l'image d'eux, c'est-à-dire on peut se reconnaître dans notre prestataire. Est-ce que du coup tu as cette vision qu'on peut entendre parfois et que nous-mêmes on porte
de côté artisan du web ou en tout cas de la communication. Ouais, c'est quelque chose dans lequel tu te retrouves. C'est un terme que j'avais dit parce qu'un client me l'avait dit. Effectivement, vous êtes les artisans du web et moi j'aime bien parce que c'est un petit clin d'œil à nos parents. Des fois, on a tendance à taper sur nos parents en disant t'as vu, il y a tout ça, ils nous ont appris ça, ils n'ont pas appris ça, ils m'ont pas donné ça. Et finalement, je me dis c'est chouette. C'est chouette d'avoir été un peu effectivement en bas de l'échelle. Mes parents ont démarré de zéro, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils ont créé leur entreprise et finalement de rester à ce niveau-là. Et c'est ok. Certains diront en fait c'est rester petit. Moi ça me va très bien. Finalement chacun met son curseur où il veut. Ouais, complètement. Vas-y. Non, mais c'est vrai que il y a une course aux chiffres où aujourd'hui, si t'as pas fait 1 million d'euros, t'es quasiment personne. Il y a plein de gens qui font 1 million qui se payent pas et qui sont pas rentables. Franchement, tu peux avoir des sociétés, si tu arrives à avoir un salaire qui te convient toi, parce qu'on a tous des échelles différentes, et que tu priorises ce qui est important, que ce soit, il y en a, ça peut être pas le travail, il y en a, c'est la famille, d'autres, c'est leur plaisir. C'est ça qui compte, en fait, à la fin de l'année. Oui, et puis en fait, il n'y a pas de schéma magique. Vous, ça sera un modèle qui vous adaptera, qui vous ira. Moi, ça sera un autre collègue que vous avez eu. On prend 2-3 exemples. Et en fait, par exemple, Maxime qui est plus nomade et indépendant maintenant, ça lui va très bien. Et c'est ok en fait. Et je pense qu'il faut vraiment transmettre ça, que les réseaux. Alors c'est un super outil, moi j'adore, je crée beaucoup de contenu, mais il faut être réaliste et c'est ça que j'aime bien dans ma communication et vous l'êtes aussi pour avoir découvert aussi un peu plus votre parcours et votre échange sur les réseaux, c'est se dire ok, l'envers du décor, on arrête le bullshit quoi. Il y en a trop, beaucoup trop. Des fois c'est dur, des fois c'est super. Mais voilà. Oui, c'est ça. Donc je trouve que c'est important de prendre du recul entre ce qu'on voit, c'est-à-dire que les autres collègues du domaine ou pas nous montre une certaine vitrine quand nous, on connaît notre arrière-boutique, pas la leur. Et je trouve que c'est important d'avoir du recul sur ce domaine-là. Concrètement, ta vision plus humaine, plus intuitive, ça se traduit comment dans ton travail au quotidien ? Comme je disais dans la relation avec nos clients, déjà, le fait aussi que dans l'équipe, alors moi, c'est pas des salariés au sein de l'équipe, c'est vraiment des freelances, donc déjà, ils sont autonomes, ils sont libres, et je leur dis à chaque fois aux filles, parce que sur des designs, on n'est que des nanas, et d'ailleurs, c'est un avantage, les clients viennent nous chercher pour ça, pour la créativité, parce qu'on est des femmes, pour la sensibilité, voilà, pour plein de choses qui nous disent, et donc, au sein de l'équipe, je leur dis, attention, c'est pas parce que c'est, entre guillemets, mon projet équipe que vous êtes moins bien payé. Donc en fait, tout est transparent, on sait le budget global, on dit qui prend quoi, etc. Moi, je leur dis l'impact de mes charges qui est supérieur à celle des autres. Et en fait, on essaye de jauger qu'est-ce qui rentre, qui veut faire quoi. À un moment donné, peut-être qu'on a moins envie ou alors c'est un projet qui nous passionne moins. En fait, c'est vraiment ce côté humain en disant, moi, je voudrais pas qu'on me cache des choses. Alors, j'ai pas été dans 12 entreprises, donc je veux pas le dire, mais j'ai entendu, j'ai vu trop de malaise, trop de personnes qui disaient ah ouais, mais en fait, je sais pas du tout. Puis, en fait, l'argent crée toujours un malaise dès le départ. Donc, en fait, c'est clair. Et puis, en fait, il n'y a pas de petits niveaux, comme à l'époque où je trouvais pas l'entreprise de mes rêves, je vous disais tout à l'heure, c'est que si demain, il faut que je mette les mains dans la prod parce que les collègues, elles sont dans la merde, bah, j'irai le faire, quoi. C'est ok. Et ça, parce que, en fait, je suis hyper communicante et je m'expose très souvent par rapport à elle, c'est pas pour autant que je vais pas aller faire de la prod peut-être un dimanche soir, quoi. Et ça, c'est vraiment le cœur de l'humain que je mets en avant, quoi. Et le fait de s'entourer d'autres personnes qui sont aussi freelance, ça, c'est souvent un frein quand on commence à recruter, c'est que un salarié, il a pas la même implication que toi. Et c'est normal. Parce que chacun, il a une vie après, etc. C'est pas son choix à 100% de s'impliquer à ce point-là. Là, quand tu travailles que avec des gens qui sont freelance, même si t'es l'apporteur de mission, etc. Bah, il y a une implication qui est quand même assez commune parce que ça reste ton business et ton image, etc. Donc c'est sûr qu'il y a forcément un décalage à ce niveau-là, quoi qu'il arrive. Il y a toujours des avantages et inconvénients, quelle que soit la formule. Que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, que tu sois freelance, que tu sois agence avec des salariés, que tu sois agence avec des freelances. Moi, j'ai des freelances qui peuvent me claquer du jour au lendemain. Ah ouais, bah ouais, bien sûr. Et donc, l'humain est important, et la cohésion et la sincérité aussi. Moi, souvent, je le dis aux filles, je leur dis, moi, demain, si vous n'êtes pas là, le projet, on ne peut pas le signer. Parce qu'en fait, je suis incapable aujourd'hui d'aller développer un module à l'intérieur de WordPress. Ou alors, au contraire, niveau design, Sarah, que vous allez avoir prochainement, moi, je suis incapable d'être créative. Moi, sur un bout de papier, je désigne un bonhomme avec des branches, quoi. Oui, on fait partie de la même. Non, mais et en fait, c'est ok. Et alors, certains diront, oui, mais peut-être que t'as bossé sur toi, t'as moins d'ego, machin. Bah en fait, on a tous besoin des uns des autres. À un moment donné, si demain tu as un dégât des eaux, tu es content que ton voisin il va t'aider pour ton dégât des eaux. Bah en fait, dans le business, je pense que c'est exactement pareil.
Ouais. Et comme tu dis, pareil, par rapport à l'image des réseaux, aujourd'hui, on te vend le freelance, c'est la direction à prendre, la route à prendre. Là, quand on voit des fois certains salariés avec qui on discute, il y a des super cadres, t'as des super avantages. Franchement, c'est pas un graal de l'entrepreneuriat. Mais des fois, il y a ce truc-là de comparaison, de se dire, ça, c'est mieux qu'un autre. Non. Il n'y a rien qui est mieux. Non, c'est des choix différents. Il n'y a pas de comparaison. Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est choisissez le moule qui vous convient. Et tu vois, dans une des conférences que j'ai données, c'était en gros avoir un business vraiment qui te nourrisse financièrement, mais que le matin, t'as vraiment le kiff de te dire, ok, alors bien sûr qu'il y a des jours où t'aurais pas envie de te lever parce que t'as la fièvre, parce que ton chéri t'a dit une phrase t'as pas aimé, ou ton chat il est fatigué, etc. Mais si tu t'es animé par ça, moi c'est ce qui est vraiment dans ma colonne vertébrale, je ne veux pas faire quelque chose qui ne me passionne pas. Sinon je le fais pas. Et j'arrive pas, en fait. Et plus l'âge avance, et pire c'est. Donc je me dis, bon, j'espère que là-haut les planètes sont alignées. Si on revient à l'équipe de freelance qui t'entoure, comment ça s'est fait? Est-ce que ça a été petit à petit une freelance, deux freelances, ou est-ce que c'est des gens que tu avais déjà dans ton réseau et tu t'es dit, allez, on s'associe, ça semble être la suite logique des choses? C'était au fur et à mesure, pour la citer, parce que je pense qu'il n'y aura pas de problème, c'était Marie Comé qui arrivait en 2014. 2015, on avait un gros projet qui est tombé, e-commerce, donc à plus de 5 chiffres. Et là, je me suis dit, ok, je suis incapable de pouvoir, faire un thème sur mesure, parce qu'à l'époque, c'était déjà un peu la transition, il n'y avait pas encore Divi, mais c'était un peu le début des builders. Et je me suis dit, je suis pas capable. WooCommerce, je le connaissais pas assez. Et là, je me suis dit, je vais laisser un message et je vais voir. Donc, en fait, tous mes freelances viennent de la communauté. Moi, je suis assez fidèle, tu vois. Je suis pas allée chercher sur des plateformes X ou Y. Et c'est au fur et à mesure que je me suis dit, tiens, une possibilité, 2, 3, etc. Alors, je suis pas allée à 15, bien sûr. Mais rapidement, j'ai pris ce goût de dire aussi, j'ai envie de déléguer, bien sûr je vais gagner moins, parce que forcément ta part du gâteau, il y a juste une petite part par rapport au reste de la pizza ou de la quiche, mais au final, moi ça me va parce que j'y prends du plaisir et je peux vraiment lâcher prise et faire ma partie que j'adore, et vraiment la relation client et plus le suivi de projet. Ouais. Okay. Et puis te dégager du temps peut-être pour du coup d'autres projets en parallèle. Le podcast, etc. Exactement, tout à fait. Par rapport à tout ça, moi, ce qui m'avait marqué, on en avait discuté un petit peu en off avec Émilie et aussi un peu légèrement en off avec toi, ce côté de je suis pas technique et c'est ok dans WordPress, où c'est quelque chose d'autant plus pour nous en tant que femmes, où la marche elle est d'autant plus haute à aller chercher. Comment est-ce que tu as géré tout ça? J'imagine que c'est pas venu du jour au lendemain, pas dès le début. Comment est-ce que tout ça s'est passé pour toi? Et d'autant plus à l'époque. Et aussi. D'autant plus en 2009. Il y a quand même tout ça il y a un contexte à l'époque qui fait que. Merci de souligner. Alors du coup, je vais enchaîner là-dessus, après je vais rebondir. À l'époque, les constructeurs de pages n'existaient pas. L'éditeur de WordPress était du Word. Faut bien. Donc en fait, tu codais pas ton thème et tout la suite qui s'ensuit avec les pages PHP qui s'imbriquent. J'ai connu ce pipe, donc je me suis bien arraché les cheveux. C'est là que j'ai dit non, je ne serai pas dev, c'est clair. Et en fait. Si on se replonge dans ce contexte, oui, c'était difficile. Et je pense que je me suis un peu travestie à vouloir être une dev, alors que non. En fait, j'aimais pas et je suis pas du tout faite pour ça. J'ai pas la logique, tu vois. J'aime les maths, mais j'ai pas cette logique code. Et en fait, j'ai eu à la fois des collègues qui m'ont soutenue. Émilie m'a toujours dit, mais attends, qui s'en fout si t'es pas codeuse, si t'es pas dev. Et à la fois, j'avais des geeks de la communauté que j'adore, mais qui me disaient, mais si tu codes pas, tu vas pas vendre de projet. Et là, tu te dis, ok, t'as une dualité en toi. Tu te dis, qu'est-ce que je fous, quoi? Et tu te poses des questions. Et quand t'as pas de client au début, tu ne sais pas quoi faire, quoi. Maintenant, on a une richesse, il y a des podcasts, il y a une grosse communauté comme nous aujourd'hui. Donc, c'est chouette. Mais à l'époque, on était un peu des petits geeks qui se regardaient, tu vois. Donc, c'était compliqué. Donc, non, maintenant, s'il y a encore plus des femmes, mais des hommes qui disent, je suis pas forcément codé. Oui, mais t'as d'autres capacités, t'as d'autres forces. Fais-le. Il y a d'autres outils. Il y a l'IA qui peut t'aider. Il y a des plateformes. Il y a WordPress qui est une bombe maintenant. Il y a même d'autres plateformes, d'ailleurs. S'il y a des gens qui veulent aller en dehors de WordPress parce que ça leur va, c'est OK. Moi, je suis pas raciste des plateformes, tu vois. Au contraire. Pas de sectarisation. Exactement. Des-Design a fêté ses 16 ans cette année, si je compte bien. Oui, ça a quelques rides en plus, ouais. Bientôt majeur. Exactement, c'est ça, bientôt sa première bière. Si tu jettes un coup d'œil dans le rétro, qu'est-ce que tu retiens de tout ce parcours?
Il y a beaucoup de choses à retenir. Déjà, comme tu as dit, quand on se l'est dit là tout à l'heure, il y a 30 secondes, de pas se laisser avoir le FOMO, cet objet brillant, cette peur de pas être à la hauteur, de se dire j'aurais dû faire ça, j'aurais dû être comme ça, j'aurais dû faire... Enfin, en fait, on apprend. Toutes ces années, on apprend. Donc, ne pas forcément, tu vois, être trop exigeant ou exigeante avec nous-mêmes en disant ouais, mais je pourrais toujours faire mieux parce que encore plus qu'avant, maintenant, les réseaux sociaux peuvent vraiment avoir un impact très dur pour l'entrepreneur. Parce que, en gros, j'ai entendu des femmes me dire « Ouais, mais c'est pas le bon moment. » Mais tu crois que moi, au début des auto-entreprises, c'était le moment ? Enfin, freelance, on me disait quoi ? J'ai pas compris, là. En fait, tu veux pas bosser. Bah, si, je veux bosser. Non, mais tu veux pas être salarié. Alors, j'ai pas compris la question, il n'a pas compris. Tu sais, tu te dis, okay. À l'époque, c'est pas perçu comme une solution parallèle possible, c'est même pas dans les options. Mais si je regarde derrière l'épaule, là, comme ça, c'est vraiment de trouver sa zone de génie, tu vois, ce qui nous passionne à nous, et là où on est très fort. Et nos faiblesses, on va essayer de les travailler ou de les transformer en force, mais pas essayer justement de faire copier-coller par rapport à un collègue ou une collègue qui le fait pareil. On est tous différents et on a tous des super capacités. Moi, je le dis à des clients dans la partie podcast, je lui dis, moi, c'est vraiment ma zone de passion, de génie. Enfin, moi, je pourrais tout arrêter pour faire que ça et même sur du temps off, parce que c'est une passion aussi perso. Mais vous n'avez pas besoin de faire un copier-coller de ce que j'aime. Et c'est OK. Et il y en a trop qui veulent faire pareil. Et dans la communication, c'est pareil. Arrêtez de vouloir copier le voisin parce qu'il fait pareil. Au contraire, vous êtes plus geek, restez geek. Vous êtes introverti, OK. Vous êtes extraverti, c'est cool. Et en fait, on va vous suivre par rapport à ça, quoi. Donc c'est ça que je dirais dans le recul. Est-ce qu'il y a une ambition, là justement, j'en profite vu que tu en parles, il y a une ambition derrière à vouloir se diriger que vers le podcast, ou quand même ça te manquerait, ce côté création de site plus global ? Alors, sur la partie site, moi, je fais plus de prod. Ouais. C'est un choix, j'y gagne moins, mais j'ai plus de temps pour autre chose, et en tout cas, je m'épanouis plus. Et puis, il y a aussi une certaine lassitude, c'est-à-dire que tu fais pas la même chose qu'il y a 16 ans. Il y a 16 ans, tu fais tout, tu fais la compta, tu fais le café, tu gères le projet, tu reçois le client, tu fais semblant. J'avais écrit à l'époque un mail où je disais, oui, j'ai une assistante qui me fait ça. En fait, c'était moi qui répondais, mais ça faisait bien, tu vois, à l'époque, c'était vachement bien. Repose-moi ta question, parce que j'ai plus en tête... Moi non plus. Ah, c'est terrible. Merde, j'ai perdu le truc. Toi non plus ? Plus personne ne l'a ? Attends, je suis repartie dans un truc. Qu'est-ce que... Merde. Ah si, c'est bon, je l'ai. Ok. C'est bon. Du coup, j'ai pas vraiment de manque. Par contre, nous, ce qu'on reçoit à l'agence, que ce soit des designs ou podpreneurs, les clients viennent soit pour de la refonte de site ou de la stratégie de visibilité avec du référencement, donc ils s'interrogent à OK, aujourd'hui je suis visible ou pas visible, et après on les amène vers la vidéo ou vers le contenu vidéo, ou vice-versa. Ils viennent pour un podcast, on leur dit « Et du coup, vous allez faire quoi vos vidéos ?» Bon, on va mettre sur Instagram. Ah, attends, t'as 15 extraits courts, tu fais Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, YouTube et des articles de blog. Et là, ils s'interrogent. Donc en fait, au début, je m'étais dit, il faudra prendre une position. Et encore une fois, en échangeant avec des super entrepreneuses, dont Juliette Cadeau, on fait un petit coucou, elle me dit, mais pourquoi tu dois choisir ? En fait, tes clients, ils aiment cette vision 360 et ce multicasquette qui est assez atypique. Et je me suis dit, en fait, oui, elle a raison. Parce que quand ils viennent, nos clients, ils peuvent parler de tout sur le web et la com, et c'est assez large. Donc non, ça me manquerait. Et puis maintenant, j'ai tellement développé une expertise et puis une familiarité, et puis au contraire, j'aime bien donner des bons conseils, et ça va très vite parce que je connais un peu par cœur les rouages, que ça me manquerait, par contre, effectivement, de ne plus gérer cette partie prod qui, là, moi, m'anime plus. Ça, c'est sûr. Ok, je comprends. Et du coup, quand on prend cette partie vraiment multicasquette, donc YouTube qui a pris une part aujourd'hui importante, tu t'es lancé quand même extrêmement tôt sur la partie vidéo. Tu disais tout à l'heure que tu étais dans des radios quand tu étais plus jeune, que ça te plaisait vraiment de ce parti communicant, mais n'empêche que passer à la vidéo, c'est encore une étape supérieure. C'est se mettre en avant, se montrer à la critique des gens. Se mettre à nu, j'aime bien. Ouais, franchement, c'est exactement ça. Ça a été quoi le déclic vraiment pour ouvrir cette chaîne et la première vidéo, qu'est-ce qui s'est passé En fait, la première vidéo que j'ai postée, c'était une fausse vidéo. Tu sais, c'est l'écran, c'est une slide, enfin c'est une diapo, et puis en fait, t'as juste le fond sonore.
Okay. Donc j'ai un peu triché à l'époque. Et après, j'ai essayé de filmer avec les caméras que j'avais à la maison. On avait une vieille caméra que mon père avait. Et du coup, je me suis dit, dans les entretiens que je vais avoir dans des conférences, des séminaires, je posais ma caméra et on verra. Et en fait, les gens ont adoré ce côté très vrai, avec juste un seul plan. C'était un plan, d'ailleurs, j'avais presque coupé ma tête à l'époque. Et le son résonnait dans la salle. Mais en fait, ils avaient adoré. Et donc, c'était plus d'une demande particulière d'un client où je me suis dit, ok, lui, à l'époque, il avait que 1 500 € de budget et c'était beaucoup pour moi parce que voilà, c'était révolutionnaire. Et je lui ai dit oui, je sais faire. Et je suis arrivée chez moi, j'ai fait pourquoi t'as dit ça? Tu sais, je me suis parlé à moi-même et j'ai dit bon, ok, bon, maintenant il faut que je trouve une solution. Ouais. Donc j'ai pas eu le temps vraiment de réfléchir. Et puis moi, je suis souvent comme ça. Je me dis bon, allez, ok, j'accepte. Bon, des fois, je me dis bon, je vais voir, je vais appeler, on va voir ce qui va se passer. Donc j'ai pas vraiment choisi. Et en même temps, l'exercice vidéo, il est difficile, c'est sûr qu'on n'a pas l'habitude, mais c'est un vrai dev perso. Moi, j'aime beaucoup la vidéo pour ça, parce que tu te regardes. Alors déjà, la voix, c'est important, et c'est moi, je suis très amoureuse des voix, mais la vidéo, elle est là en plus pour dire, ok, regarde ton image. Et fur et à mesure, tu te dis, bon, au début, j'avais maquillage, je fais attention, tes machins, tata. Puis maintenant, des fois, j'y vais limite pas pimper. Je me dis, allez, c'est bon, tranquille, c'est pas grave. De toute façon, les gens, ils retiennent pas. C'est comme dans une conf. En fait, ils vont retenir 10% de ce que tu dis. Donc, je trouve que c'est un bel outil, un beau média. Maintenant, c'est une évidence aujourd'hui. Mais j'aime bien les paris un peu fous et un peu sortis du contexte, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, donc en fait, ça s'est vraiment présenté à toi, mais il n'y avait pas un objectif absolu sur cette création-là. Pas du tout. Et tu te définissais comme quelqu'un de timide, tu te définis peut-être toujours comme quelqu'un de timide. Ouais. Du coup, ça a dû être compliqué au début de franchir le cap. C'était compliqué, et puis un matin, je me dis, tu sais quoi, c'est un jeu de rôle en fait. C'est pour ça que j'ai toujours, ceux qui me connaissent ou ceux qui vont me découvrir en tapant mon nom, j'ai toujours une veste ou un blazer, etc. parce que c'est mon rituel. J'ai besoin de me mettre un peu un costume, comme Annie Dupéret que j'ai reçue dans mon podcast, qui dit, tu sais, une fois que je mets mon habit, c'est plus moi. Et ça, j'adore. C'est un peu peut-être ce théâtre que j'ai pas fait quand j'étais jeune, mais je me dis, s'il y a un truc de magie, et où il y a un truc où tu es au service de la personne, là je suis au service pour vous, parce que voilà, je donne du temps, ou quand je reçois mes invités, en fait lui il prend du temps aussi pour le faire, et ce jeu-là finalement s'est instauré. Alors je te le dis maintenant, j'ai mis du temps à comprendre, mais j'aime bien un peu cet exercice-là, ouais. Donc aujourd'hui, la sortie de zone de confort, elle est complètement maîtrisée? Oui, alors jamais à 100%. T'as toujours du stress. Moi, des fois, j'ai des invités qui sont un peu des chouchous. Tu vois, Annie Dupéret, c'était une invitée que j'adorais. Enfin, ma mère en parlait, etc. Donc, t'as toujours ce petit stress, mais ce bon cortisol qui vient et qui te booste, quoi. C'est normal. Ouais. T'aimes bien faire, tu veux bien faire. Donc, forcément, t'as un peu de stress. Mais après, tu te laisses aller, quoi. Oui, c'est du stress moteur plutôt que du stress qui vient de paralyser. Et au fur et à mesure de la création de contenu, il y a Singulier qui est arrivé. Et à quel moment tu t'es dit, ok, là en fait on va faire un format? J'ai vraiment une volonté de faire quelque chose comme ça. Alors, il y a eu plusieurs éléments. Okay. La première chose, c'est que je me suis dit, à l'aube de mes 40 ans, je me suis dit, bon, il faut vraiment que je veux pas attendre 70 ans pour me dire, est-ce que vraiment un média avec une marque forte peut me faire vivre, en tout cas une partie financière ou passion. Et puis, des amis me disent, ouais, mais en fait, pour aller communiquer, il faut une marque et il faut pas que Déborah de ta chaîne YouTube, quoi. Ouais, ça marque aux États-Unis, tu vois. Je me suis dit, putain, je vais mettre Déborah, tu sais. En fait, non, ça marche pas du tout en France. Et je me suis dit, mais non, mais tu peux pas. En fait, j'ai testé un apéro et les filles, elles ont fait, tu vas pas faire ça. J'ai dit d'accord. Non, ok. Donc on va chercher. On a brainstormé et comme je veux faire les choses bien, j'ai essayé de trouver un nom disponible, un nom de domaine disponible, disponible à l'INPI. Enfin voilà, c'est tout un contexte. Et puis pareil, lors d'un échange, je me suis dit c'est quoi le tronc commun en fait de toutes mes interviews, quel que soit le sujet. En fait c'est un parcours singulier. Donc je recherche, finalement le nom a été disponible dans ma catégorie, puisqu'il y a d'autres noms de dépôt, notamment dans l'hôtellerie, etc. Et je me suis dit, j'y vais. Et si ça doit se faire, de toute façon, ça se fera. Donc, j'y suis allée. Mais c'est surtout pour aller plus loin niveau communication, puisqu'en fait, le but, c'est qu'il y ait aussi des partenaires, des sponsors, qui viennent aussi croire aux médias, enfin, en tout cas au podcast, pour aller plus loin. Et puis aussi, pour résumer toutes ces années-là, j'avais besoin vraiment de poser, tu vois, ma brique symbolique, quoi. Ok. Et maintenant, tu as quand même une vraie communauté. Oui. Tu as plus de 52 000 abonnés. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que, comme on parlait, quand on vend des sites internet, on les vend à des clients, qu'est-ce qui fait que ces gens-là reviennent te voir toi et ce podcast-là? Je dirais même que ces gens restent.
j'ai un taux d'abandon sur ma chaîne YouTube de moins de 10%. Ok. C'est assez intéressant pour ceux qui sont youtubeurs qui nous écouteront. J'ai une communauté qui est restée, qui a évolué avec moi parce que les stats ont évolué. Okay. En général, ils sont entre 37 et 65 ans. Okay. J'ai pas du tout le jeune public. Pourquoi ? Parce que je pense que ce qu'ils aiment, c'est que c'est sincère. Il n'y a pas de coupure. C'est très très rare que je coupe, à part si vraiment l'invité me dit coupe, là je veux pas le dire, j'annonce un livre, ça me plaît pas. On laisse le temps de parole, on laisse le temps d'erreur. On a vraiment l'impression, en tout cas c'est le retour qu'on me dit, qu'on est dans un échange vraiment presque là, il y a des personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui sont spectateurs. Et ça je l'aime bien. Ce côté aussi, on lâche prise, on est naturel. Même dans l'échange, je laisse énormément de temps de parole à mes invités. Là, c'est rare que je parle beaucoup parce que je suis de l'autre côté. Mais en général, je suis presque effacée. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et je vais à contre-courant de tous les médias sensationnels qu'on peut avoir parce que les gens, ils ont, enfin, en tout cas, ma communauté et ma vision. Moi, j'ai pas envie d'entendre ça. Donc, et j'ai aussi cette capacité à écouter ce qu'on me dit. Tous les retours que j'ai eus pendant ces années, des gens m'ont dit, reste comme ça, on a besoin de ça, etc., etc. Et du coup, peut-être que j'ai réussi à résumer toutes ces années-là. Ouais, ok. Et parmi du coup toutes les personnes que tu as pu interviewer, il y en a quand même qui ont dû sortir du lot, qui t'ont marqué? Elle est difficile, on me l'a posé beaucoup de fois. L'interview qui... alors moi je pourrais pas dire parce que que ce soit des personnes connues ou moins connues, pour moi elles sont connues dans leur domaine. Bien sûr. Et tu vois, c'est pas parce que tu passes à la télé que tu es plus connu, enfin moi en tout cas c'est ma définition, du coup toutes les rencontres sont extraordinaires. La seule chose c'est que j'ai forcément des échanges qui m'ont plus passionné parce que l'autre, moi, je dis toujours qu'il y a un échange presque intime avec la personne, parce qu'on est en duo, et forcément, il faut que l'autre se livre. Surtout dans des questions qui sont très introspectives, comme je le dis. Mais j'ai pas une interview. J'en ai certaines où il y a des lâchers-prises, où on se rend compte, par exemple, Lucie Mariotti, qui est connue dans la télé-réalité, qui est love coach, et à la fin, il y a une prise de conscience énorme. Je ne vais pas teaser pour ceux qui vont voir l'épisode. Et elle me dit, OK, ça fait des années que je cherche cette réponse, et là, j'ai une prise de conscience dans le podcast. Et là, tu sens qu'il y a une émotion qui vient, et ça, c'est magique. Ça, c'est ça que j'aime beaucoup. Ouais, et en fait, c'est un vrai moment. En fait, c'est un moment de vie qui se passe. C'est pas quelque chose que tu avais anticipé avant. Tu peux pas anticiper quelque chose comme ça. Tu peux pas anticiper, et quand tu le programmes, ça ne marche pas. Ouais. Non. Oui. Non, c'est quelque chose de la spontanéité, Exactement. On touche à l'humain, à l'émotion, donc forcément, ça peut pas être programmé, ça peut pas être froid. Mais c'est vrai que même aujourd'hui, le podcast est devenu beaucoup plus mainstream et aussi la facilité technique de pouvoir s'enregistrer même à distance. Oui. Mais c'est vrai qu'on n'a quand même pas la même accroche et la même connexion que tu peux créer quand tu es en physique avec les gens que quand tu es à travers un écran. Alors tu vas pouvoir poser tes questions, très bien, mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce feeling et cet humain qui peut être rajouté quand on se rencontre dans une pièce et qu'on discute un peu avant, un peu après. Voilà, la crise sanitaire du Covid en 2020 a fait prendre conscience qu'on pouvait travailler à distance, mais ce qui est fou, c'est que c'est encore plus renforcé le besoin d'appartenance et d'être ensemble, tu vois, au contact. Ça a vraiment augmenté. Et au bout de 5 ans, parce qu'aujourd'hui on est en 2025, alors peut-être que nous écoutera plus tard, il y a encore ça qui est présent. C'est-à-dire, limite, on a l'impression qu'on est sorti et qu'on se voyait plus depuis des mois et que les gens veulent de nouveau encore plus se voir. Et tant mieux. Pourquoi ? Parce que l'humain, des super philosophes ou en neurosciences te diraient, ben oui, en fait, on est des êtres de contact, de relation. On n'est pas fait pour vivre seul de toute façon. C'est pas possible. Ouais, surtout dans nos modes de vie qui peuvent vite nous mener à l'isolement, on a besoin de se rattacher à des communautés, à des groupes d'humains, et c'est aussi nous ce qui nous a amené aujourd'hui à la communauté WordPress typiquement, où pendant toute la période où j'ai été salarié, j'ai jamais été à un événement WordPress. Je savais même à peine qu'il y avait un groupe à l'époque à Rennes et que j'ai appris à connaître au fur et à mesure. Et au final, on est allé à notre premier WordCamp et on s'est dit putain. Il y a vraiment un truc génial, différent. Il y a vraiment un truc communautaire, vraiment au sens premier. Qu'on essaye à notre échelle de répliquer, mais c'est super. Et tu dis, oui, il y a vraiment un truc à faire où on a besoin de créer ce lien-là et de se retrouver tous ensemble. Et là-dessus, juste, j'en profite pour rebondir. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de l'ordre de... quand les gens, par exemple, ils regardent le podcast avec Annie Dupéré, qui est quand même une figure, enfin un nom archi connu, peu importe la génération, est-ce qu'il y a un truc de je peux m'identifier, elle est humaine comme moi, c'est rassurant? Est-ce que tu vois un peu ce spectre-là? Oui, complètement.
En fait, elle est à l'image de mon podcast singulier, c'est qu'elle est vraiment comme ça. Pour l'avoir côtoyée quelques fois dans le privé, elle est vraiment sincère. Elle aime son métier, c'est-à-dire que c'est plus qu'une passion, c'est une rage de vivre. Tu le ressens. Et les gens, je dirais, ils l'aiment aussi. Alors il y en a qui l'aiment pas du tout aussi, mais ça c'est après, c'est normal. Et tant mieux, parce que de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ceux qui l'aiment vraiment, c'est parce qu'elle est vraiment là. Elle est sincère avec son public. Et c'est ce genre d'interview qui plaît aussi. Complètement. De plus en plus. Ouais, je comprends. Et comme on disait tout à l'heure sur la partie communauté WordPress, la façon dont tu as connu et dont le grand public WordPress, entre guillemets, t'a connu, c'est aussi via la création de contenu, comme tu disais, tu as pris la décision, on peut faire animer la communauté WordPress sans être technique, et notamment via SyncWP, avec Émilie Lebrun, donc ça a été quand même une grosse aventure, ça a duré 3 ans. Presque 3 ans, ouais. Presque 3 ans. En fait, on s'est rendu compte que c'était plus complexe qu'on pensait. Moi, j'étais assez optimiste. Je me suis dit, bon, elle va interviewer les gens et tout, c'est trop bien. Entre les gens pas dispo, entre le montage qui avance pas aussi vite, entre le monteur qui nous lâche entre deux parce que en fait il a des soucis familiales de santé. Enfin tu vois, il y a plein de choses, et puis c'est un side business, on vivait pas de ça. Donc forcément, mais c'est un beau challenge, et je trouve que ça a un peu réveillé notre communauté qui peut-être était un peu trop geek ou pas assez communicant. On s'est dit il faut le mettre en avant, et c'est un beau projet. Ouais. Tu referais aujourd'hui? Je le ferais différemment. Ouais. Je le ferais différemment, et en même temps, avec tout ce qui s'est passé dans la communauté avec Matt, je suis pas sûre qu'on le referait même, tu vois. Ouais. Ça serait trop compliqué. Ouais, là, oui. C'est sûr qu'au vu des différents mois. Disons que interviewer Matt à l'époque, c'était waouh, tout le monde voulait avoir son avis. Maintenant, je suis pas sûre qu'il y en ait autant qui veulent avoir l'info. C'est vrai que nous, on a fait notre premier WordCamp Europe. À Bâle, et il y a un moment où il y a cet échange-là avec la communauté et Matt sur la scène. C'était assez lunaire. Il y avait un malaise. Il y avait un malaise, il y avait vraiment une fracture. Tu avais vraiment la vision des castes, qui regardent en haut, l'autre, et les autres qui sont sur le terrain et qui du coup sont plutôt en bas, et avec cette espèce de rapport de force, de déconnexion. C'était très étrange à vivre. C'était vraiment... C'est un peu l'image caricaturale de la rockstar américaine que tu pourrais imaginer. Oui, il y a ça aussi. Et par contre, c'était la présentation de la nouvelle présidente. Son bras droit. Son bras droit, et qui, elle, avait l'air très communicante, comme tu peux le voir sur des gestions d'entreprise, mais qui avait moins ce côté quand même rockstar, on va tout péter. Oui, c'est sûr. Non, mais en fait, tout arrive à temps, et c'est peut-être une question que tu pourrais poser, mais moi, je regrette pas. Je pense que les choses arrivent en bon moment, que ce soit... Enfin, pour moi, il n'y a pas de négatif ou positif, ce sont des expériences. Alors, bien sûr, ça fait très dev perso, mais je suis persuadée qu'on va aller chercher nos expériences pour comprendre des choses. On n'est pas obligé de vivre des expériences dures, attention. Je parle de rencontrer... tiens, je t'ai croisé un coin de rue. Tiens, on va boire un coup. Finalement, il a un projet pour toi. Enfin, on ne sait pas. Mais la vie est tellement magique que je suis sûre que si on ouvre un petit peu, les bonnes rencontres se font au bon moment, et le projet s'est fait au bon moment. Maintenant, ça sera impossible. Et alors, j'ai pas bien vu si c'était juste après ou pendant. J'ai vu qu'au niveau local, tu as aussi beaucoup écrit pour French Web sur la rubrique de Grenoble. Exactement. Et à l'époque, French Web, quand moi j'ai commencé mes études, c'était quand même une des références qu'on allait consulter très très régulièrement, et toujours du coup dans cette volonté de création de contenu, toujours un peu journalistique. Voilà, c'est ça. On est presque à 2 doigts de la pige au final. Exactement. Mais du coup sur quand même la partie Grenoble et web. Oui, en plus c'était dans l'écosystème tech IT, donc moi ça me parlait, et puis ça me permettait à la fois aussi nourrir mon côté interview, et nourrir aussi des rencontres, parce que moi chaque interview, chaque rencontre en vidéo comme ça, moi je le dis à chaque fois, c'est des masterclass, parce que j'ai quand même la chance à chaque fois que je fais un épisode de poser toutes les questions que je veux à une personne qui m'inspire. Quand même royal. En plus c'est gratuit. Enfin, je veux dire, je paye pas une masterclass à 30 000 balles, tu vois. Et donc, moi, je le vois comme ça. Il y en a qui diraient, c'est chiant, faut poser des questions. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup. Et French Web, ça a été, grâce à Richard, une opportunité incroyable. Un tweet, je réponds, on m'appelle, ok, tu veux le faire? Oui, c'est énorme. Donc, j'ai fait des magnifiques événements à Lyon, à Paris, grâce à ça. Et après, en fait, c'est hyper formateur. Et puis tu découvres l'envers du décor finalement de comment ça se passe aussi, une organisation où tu dois tourner des vidéos toute seule parce que finalement rien n'est organisé, et finalement ça doit sortir. Et c'est chouette. Et ça a duré combien de temps, French Web ?
Ça a été quoi, 4-5 ans, je crois. Ouais, quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a eu beaucoup d'articles. Ouais. Il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup de vidéos, et j'ai eu la chance d'être avec Marie Gramont, donc je la salue si elle nous écoute, qui est toujours RP d'ailleurs, aussi, sur Grenoble, et qui m'accompagnait, elle me dit « Ah, j'ai des bons plans, j'ai telle personne, viens, on va l'interviewer », et c'était génial, quoi. Trop bien. Alors moi, j'ai une vraie question sur Grenoble. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi il y a un foyer de gens de WordPress et de la tech? Que s'est-il passé à Grenoble? À l'époque, il y avait que Maxime et moi. Il n'y en avait pas beaucoup. Non, on les a reproduits sans rien faire, tu vois. C'est magique. Non, Grenoble, malgré ce que les médias disent, il y a quand même la région Rhône-Alpes, un gros vivier entrepreneurial qui bouge beaucoup. Je l'ai découvert aussi à travers l'ancien réseau. Je faisais partie avec Marie-Éloi, donc Bouge ta boîte, où il y avait énormément de cercles. On appelait des cercles un peu dans le réseau. Et en fait, on a halluciné parce qu'on est allé à jusqu'à 7 cercles. Donc, c'est énorme. Et on nous a posé la même question, mais qu'est-ce que vous mangez en fait à Grenoble? Et effectivement, il y a ce pôle entrepreneurial qui fait que il y a un vivier qui brasse beaucoup de par aussi le domaine universitaire et tout cet écosystème, je pense. Oui, clairement. Et quand on y était, j'ai découvert aussi qu'il y avait un gros pôle de recherche. Oui, tout à fait. C'est vrai que à côté du Synchrotron. Ouais, c'est bête, mais c'est vrai que tu dis, il y a quand même un environnement qui fait que tu as peut-être des fils et des arrière-petits-fils de gens qui étaient dans l'ingénierie, qui avaient quand même des idées ou des choses comme ça. Totalement. Je caricature un peu parce qu'en vrai, je connais pas grand-chose. Mais c'est vrai que ça m'avait interpellé et j'ai découvert en allant là-bas, je ne savais pas du tout. Il y a eu un gros mouvement ouvrier, j'ai envie de dire presque artisanal. Donc je pense que de toute façon, pour moi, l'entrepreneur, il est passionné. Il peut pas faire, ou alors il fait son job pendant 6 mois. Donc c'est peut-être aussi ça, nos racines. On pourrait étudier, peut-être faire venir un comportementaliste de Grenoble. Tiens. Il sort les archives, il regarde. Et je pense qu'il y a ça aussi qui est nourri. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Ok, intéressant. Et si on en revient au côté podcast vidéo, est-ce que toi, il y a une sensation particulière à être côté invité comme aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, moi je pense à ton passage chez Alex Bortolotti de chez WP Marmite, ça fait quelque chose d'être de l'autre côté? Ça fait quelque chose dans quel sens? Alors, n'importe quel sens. Est-ce que c'est positif? Est-ce qu'il y a, typiquement, est-ce qu'il y a des questions que tu rêverais qu'on te pose et qu'à la fin, tu es frustré parce que on me l'a pas posé ça alors que franchement, j'avais un truc à te dire? Ou alors, est-ce qu'il y a des questions que tu n'en peux plus? Je m'étais préparé toute la journée. Non, mais voilà, est-ce qu'il y a des questions que tu n'en peux plus? Typiquement, c'est quoi l'interview qui t'a le plus marqué? Oui, bien sûr. Comment t'as fait? Exactement. Tomber droit dedans. En fait, je dirais que même si c'est une question qui a déjà été posée, alors j'en donne rarement, je suis rarement de l'autre côté, comme aujourd'hui, comme c'est des personnes différentes, la question va être différente ou l'émotion ou l'attention va être différente dans le contexte. Là, on est plus dans un contexte webcom. Tu prends certaines de tes questions ou de vos questions et vous le mettez dans un autre, par exemple celui le podcast de Flavie, qui elle va être beaucoup plus dans le scale, l'optimisation de la boîte, etc. En fait, la réponse va peut-être être pas vraiment pareille. Donc non, ça me dérange pas. Après, j'aime tellement l'humain et d'échanger que je me dis, si moi j'avais eu, parce qu'il faut pas oublier qu'il y avait pas YouTube, ça démarrait. Donc quand j'allais faire des recherches sur des gens, sur des tutos, sur plein de choses, il y avait rien. Il y avait rien. Si, la bibliothèque ou le web, bien sûr, mais c'était assez maigre. Donc j'ai aussi presque ce devoir de transmission de me dire, ceux qui veulent avoir des infos, est-ce que je vais les inspirer? S'il y a au moins une personne qui regarde le podcast et dit, c'est bon, j'ai compris, j'ai lâché prise, j'ai été inspiré, c'est tout bénef, quoi. Enfin, tu es tranquille le soir. Et c'est un peu aussi votre mission, parce que vous faites ça aussi à travers le podcast. C'est, OK, on partage et ça nous plaît. Complètement. Et justement, dans la lignée de ça, si on avance un peu dans le temps, en 2023, tu cofondes donc Podpreneur avec Sarah Camille. La rencontre, elle arrive comment? C'est quoi le background de cette histoire-là? Déjà, Sarah, je la rencontre en 2020, puisqu'elle devient une autre freelance dans l'équipe, puisqu'elle switch entre quelqu'un qui part, elle remplace. C'était un tweet à l'époque qu'elle avait partagé quand j'étais à French Web et je devais interviewer Aurélie Jean. Bon, ça s'est pas fait, d'ailleurs, j'envoie le message. Elle est dans ma checklist. Ça fait longtemps que je la ping, mais un jour, j'y arriverai. Mathématicienne brillante. Et je vois son tweet et je découvre son blog à l'époque, Codeuse. Et je me dis, tiens, elle est sympathique, c'est cool, une femme qui code. Moi, avec toutes les galères que j'avais, je me dis, putain, bravo, chapeau. Et presque quelques heures après, je vois pinguer son message sur Slack en disant, oui, je cherche des missions, je suis une freelance, je viens de l'école au clock et tout. Je me dis, synchronicité parfait. Plein Covid, j'ai plein de projets. Et j'ai des gens qui me pètent à la tronche parce qu'en fait c'est compliqué le contexte familial, économique pendant le Covid, et je me dis voilà, j'ai besoin de bras et de cerveau parce que moi je pourrais pas tout gérer, donc je l'intègre dans l'équipe. En plus je la fais découvrir aussi la communauté avec pas mal de copains et on fait un bootcamp à ce moment-là quelques mois après, donc c'est comme ça qu'elle est rentrée. Elle reste dans l'équipe et je découvre son profil très créatif, photo, vidéo.
Et en 2023, c'était lors d'un échange, on revenait de Paris pour Grenoble, et je lui dis, t'as vu, il y a l'effervescence des studios de podcast. Elle me dit, ouais. Elle me dit, mais pourquoi ? En fait, il n'y en a pas à Grenoble. Je dis, ouais, mais bon, studio de podcast, moi, ça fait 12-13 ans que je me coltine les interviews, tu crois vraiment que ça plaît aux gens ? Elle dit, bah, pourquoi pas ? Elle me dit, écoute, véridique, dans le train, on trouve le nom, on fait une recherche, on pose une landing, bon, facile, puisqu'on construit maison. Et là, on se dit, on va faire des pages sur toutes les villes. On fait du SEO maison, encore une fois. C'est pas optimisé plus comme toi, tu pourrais faire. Et on verra. 2 jours après, on a une première demande. Et là, on s'est dit, OK, c'est un signe, on va lancer le truc. Voilà. Et maintenant, Podpreneur, c'est pas qu'un studio podcast, c'est même plus une agence vidéo où on va réinstaller notre studio pour nos clients. Donc, on fait même plus ça que le studio à Grenoble. Et comme on a des partenaires partout en France, on peut aller tourner de partout. Donc, et c'est ça qui nous plaît aussi. Ouais, vraiment dans la production. Exactement. Et alors du coup c'est marrant parce que entre 2020 et 2023 où Sarah vraiment se lance avec toi, est-ce qu'elle est intervenue sur des tournages avant ? Pas du tout. Ouais, d'accord. Donc il y avait pas, elle avait l'aspect créatif, mais elle n'était pas encore venue. Elle était vachement cachotière parce qu'elle avait cette passion, mais moi je le voyais pas. Et quand j'ai vu faire pour un de mes podcasts qu'elle m'a filmé, et je lui dis mais t'es talentueuse. Tu tiens un truc. Ah ouais, effectivement. Et là, je me suis dit, bon, il y a un truc à faire. Et c'est souvent, d'ailleurs, je sais pas si elle vous le dira quand elle interviendra chez vous, mais je lui avais dit à l'époque, mais en fait, t'es pas codeuse. En fait, pour moi, elle se limitait à dire qu'elle était codeuse. Parce que pour moi, c'était se renfermer dans une case, tu fais que du code. Alors pour moi, il y avait toute la dimension créatrice et aussi imaginaire, etc. Et je suis très souvent comme ça avec mes amis, avec mes proches, avec mes collaborateurs, je leur dis les choses spontanément qui viennent avec le cœur. Et j'aime qu'on me le dise aussi comme ça. Genre, tu fais de la merde, trouve autre chose. Ou alors, c'est génial ce que tu fais, continue, mais attention, et là, etc. Et c'est vrai que je lui avais dit ça. Et en fait, c'est toujours des rencontres, des prises de décision, des échanges qui font que. Et quand tu as des personnes qui sont sincères avec toi, en fait, en général, ça matche bien, quoi. Tu l'as engueulé. Pourquoi ça fait 3 ans que tu me caches ça ? Pourquoi on l'a pas fait avant ? On aurait pu lancer 3 ans plus tôt. En fait. Avant, il n'y aurait pas eu de business model. En fait, c'est les réseaux sociaux du Covid qui ont créé ce besoin-là. Finalement, c'est aussi pour ça que le podcast fonctionne aussi bien maintenant. Et est-ce que, parce que du coup, on a un copain, François, qui a lancé son podcast aussi il y a très très longtemps, et je me rappellerai toujours d'une phrase qu'il avait entendue quand on lui avait dit, c'est non mais les podcasts c'est une mode, ça va chuter, ça va pas passer. Ouais. Toi qui étais aussi dans le côté création de podcast, t'as dû l'entendre passer. Ah oui, en fait, même pour connaître François, c'était 2017 qu'il a commencé. Moi, je l'avais entendu dès le début. En fait, on a carrément dit, déjà à l'époque, on disait les sites web, ça ne tiendra pas. Ouais. 2025, je check à la personne si elle nous écoute. Et puis les podcasts, c'est de l'audio. Mais de la vidéo, c'est pour des influenceurs, clairement. Donc oui, je l'ai entendu et il faut vraiment avoir les reins solides et je suis sûre François sera d'accord avec moi pour pas se laisser démoraliser quand quelqu'un ou plusieurs personnes te disent non mais attends là tu fais fausse route. Ouais aujourd'hui les gens viennent te dire finalement ta fausse route elle marche bien. Ouais. Voilà. et le fait de vouloir maintenir cette ligne de direction, on est sur de l'intuition, on est sur de la folie. On est un peu maso. Ouais. Non, on est complètement maso. Au moins c'est très clair. C'est sûr. Mais après quand ça t'anime, quand c'est là au fond de toi, regarde. Je le dis parce que je voyais repasser hier à la télé, j'ai perdu son prénom, mais un gars qui a Gilles de la Tourette, qui adore la chanson. Il a été en demi-finale, je crois, à Incroyable Talent. Et il était persuadé qu'il voulait être chanteur malgré son handicap. Et maintenant, il fait son rêve. Mais il n'a pas lâché. Pendant 10-15 ans, il n'a pas lâché. Et je me dis, oui, il faut avoir aussi cette rigueur et cette force de vivre, de rage de vivre, de dire, mais c'est pas facile tous les jours. Ouais, c'est pas parce que ça marche pas que ça marchera pas. Et à l'inverse, c'est pas parce que ça marche à un moment donné que ça va rester. Et je pense que ça, c'est des bons conseils. C'est soyez vraiment souple, soyez pas rigide. Surtout dans le web où on pense qu'on est les maîtres du monde parce qu'en fait, on maîtrise une techno. Il faut se réadapter. Demain, si WordPress disparaît, moi, mon business ne change pas. Parce qu'en fait, finalement, c'est la stratégie entre en commun. Bien sûr, j'aurai peut-être moins les copains, il faudra réutiliser un outil, etc. Il faudra revoir ça. Un pivot, mais ce sera pas la fin du monde. C'est OK. Et je sais que ça peut choquer ceux qui sont à fond sur WordPress, mais je pense qu'il faut être souple parce que tout peut disparaître. Facebook, au début et maintenant, on n'aurait jamais imaginé que Facebook devienne un peu un réseau social pour les boomers quand même. Faut le dire. C'est tonton tata. Ou que TikTok prenne une ampleur presque professionnelle. Parce qu'il y a nous, on a des clients qui sont avocats, qui sont experts comptables et qui ont des clients à travers TikTok. Ouais, non, ça c'est assez bluffant.
Et justement, pour rebondir sur ce que tu disais un petit peu plus tôt, aujourd'hui, le podcast vidéo est complètement admis, on est dans du quasi mainstream, et c'est même devenu un outil de branding personnel et de branding de marque au global. Selon toi, qu'est-ce qui fait un bon podcast ou une bonne prise de parole face caméra? Moi, je dirais la sincérité, parce que même si tu es hésitant, si tu es timide, et finalement, si tu es un peu fuyant, alors bien sûr, ça va s'améliorer au fur et à mesure des épisodes, comme vous, hein, entre le premier et maintenant, forcément. On a une petite aide là. Non, un petit peu. Mais si tu es sincère déjà avec toi-même, entre ce que tu veux faire, et que tu crées vraiment pour une communauté, parce qu'une communauté, c'est 2-3 personnes, hein. On n'a pas besoin d'avoir 50 000 personnes. Donc, un podcast réussi, je dirais ça. Je dirais vraiment cette sincérité, et puis la longévité. C'est pas 2 épisodes qui vont faire que ton podcast va exploser. Enfin, quand je dis podcast, c'est vraiment le projet du podcast. Il faut vraiment être rigoureux et avoir visé long terme. Mais c'est comme pour une stratégie web. Si tu fais un site et tu le laisses mourir, c'est pas sûr que tu aies beaucoup de clients, quoi. Oui, non, c'est un outil qui traîne dans la boîte à outils, mais qui est jamais vraiment utilisé. Et puis, ton podcast doit répondre aussi à ta communauté, à ta cible, à ta niche, en fonction de ce que tu veux dans la visite de ton podcast. Hein, si c'est de l'information, du personal branding ou de la cible client, il faut vraiment que tu leur parles aussi. Donc, t'écoutes aussi les retours qu'on te dit pour que ça leur parle. Sinon, ça marche pas non plus. Et ton positionnement par rapport à cet outil-là, parce que en SEO, c'est quelque chose que je matraque, c'est qu'on est dépendant d'un algo tierce, mais dans le fond, ce qui va toujours marcher pour moi sur le long terme, c'est comme quand on discute, quand on cherche un restaurant, c'est vraiment la marque et le branding qui va perdurer, quoi qu'il arrive, peu importe l'outil de la visibilité, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye de dire, si on fait un blog, c'est pas juste un blog SEO, on va essayer d'en faire un média vraiment que vous vous appropriez, et c'est dur, hein, parce qu'il faut travailler de fou pour que ce soit un média qui soit pertinent. Oui, et puis tu vois, en échangeant avec Valran sur BFM il y a quelques mois, on disait qu'il y a eu un passage entre réseau social à média social. Et on est vraiment dans cette ère-là. C'est-à-dire qu'on ne veut plus suivre un créateur comme ça, on veut suivre une communauté avec un idéal ou des idées qui nous parlent directement. Un des exemples les plus frappants, je pense, c'est Hugo Décrypte aujourd'hui, ce qu'il a réussi à construire. C'est incroyable. Et en plus, avec son nom propre, c'est dur. Et à une époque où impressionnant. Instagram n'avait pas du tout ce côté sérieux qu'il peut avoir aujourd'hui, où les infos qui sont dessus, c'est pas que du divertissement, on peut vraiment s'y retrouver en termes de fiabilité, de sources, etc. Donc c'est un vrai tour de force. La vraie média avec carte de presse et tout, c'est très très impressionnant. Moi, je me souviens quand on a parlé au tout début du lancement du podcast, on a eu des retours du style « Ok, mais ça va être quoi ton ROI? C'est quoi ton objectif business ?» Est-ce que tu crois, moi je suis un petit peu naïve et voilà, le monde des bisounours, est-ce que tu crois à un podcast qui est 100% kiff tant que derrière, tu assumes le fait que ça va te coûter, c'est plutôt à perte, mais que tu gagnes humainement au final? Moi, je pense qu'il n'y a jamais de perte. Un podcast, si tu dis « Ok, il n'y a pas de business model », c'est toujours de la visibilité. Et la visibilité, forcément, soit on va te reconnaître, soit on va penser à toi, parce qu'en fait, on aura un projet qui parle par rapport à ton invité, ou ça développe ton référencement. Donc, il y a jamais, en fait, dans tout ce qu'on fait, il n'y a jamais de perte. Après, c'est quelle est ta stratégie derrière? Est-ce que c'est vraiment juste pour développer ta notoriété, c'est OK, et t'as pas d'attente? Mais pourquoi pas? Et tu vois, c'est des sujets qui, moi, me sont venus. Pourquoi il n'y aurait pas de sponsor? Pourquoi il n'y aurait pas de partenaire? Pourquoi, en fait, ça ne serait pas aussi des invités qui viennent et qui veulent aussi avoir de la visibilité, donc presque du payant? Ça, c'est un vrai sujet sur... les jeunes le fait très souvent, des interviews payantes, et c'est OK. En fait, je pense que tout est OK du moment où on le dit ouvertement qu'il y a cette possibilité-là, et notre objectif est comme ça. Mais quand tu démarres, en général, c'est plutôt de la notoriété, du personal branding. Et il n'y a pas de perte. C'est marrant sur cet aspect de payer en tant qu'invité pour être diffusé sur un média, surtout aujourd'hui avec les lois influenceurs. Ça pourrait t'appartenir à du contenu sponsorisé au final. Sauf que ça, c'est toute la partie opaque de ce genre de création de contenu, où même s'il y a des lois aujourd'hui, c'est dur de le prouver. L'influence est bien plus loin que la sponsorisation d'un podcast. C'est comme, on est quand même très très loin. Après, tout dépend de la qualité de tes interviews et de ton contenu. C'est toujours pareil. Si tu dis oui, amen, et tu mets que le produit en avant, est-ce que tu es plus critique? Un rôle d'un intervieweur, une fois, une journaliste, donc une vraie journaliste, m'a dit, normalement, en fait, quand on va poser des questions, on doit être mesuré. On doit toujours avoir le pour et le contre, entre guillemets, oui, non, blanc, noir, etc., pour pouvoir laisser à ton auditeur, à ton interlocuteur, la possibilité d'avoir un jugement par lui-même. C'est pas vraiment ce qu'on fait.
c'est très compliqué. Ouais, c'est sûr. Et pour le sujet du sponsoring, je suis curieuse, tu as dû voir une évolution entre le début, enfin je sais pas à partir de quel épisode tu as pu aller chercher du sponsoring ou quoi, mais c'est quoi le rapport avec les marques ou enfin en tout cas d'autres sources de sponsoring? Est-ce que enfin j'imagine que ça n'a pas été facile au début. Est-ce que maintenant c'est plus facile d'aller chercher du sponsoring? C'est un peu plus admis ou c'est un entre-deux? Maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Et tu vois, des gros médias ou des grosses marques comme Legend ont ouvert le boulevard tranquille, quoi. Alors, il y a aussi des youtubeurs. Squeezie a ouvert aussi cette voie en disant, oui, ok, on peut même gagner notre vie et gagner très bien notre vie en faisant du contenu vidéo YouTube. Donc, en général, il faut que tu aies une marque forte, il faut que tu aies une communauté qui soit là vraiment engageante, parce qu'ils cherchent ça, ils veulent avoir un retour sur investissement, et il faut que ta niche soit quand même bien définie. Moi, tu vois, c'est plutôt l'entrepreneuriat, même s'il y a aussi beaucoup de salariés qui m'écoutent ou des gens à la retraite, mais il faut qu'il y ait une éthique derrière, tu vois. J'irai pas faire une interview qui soit dans le code. Bon, bah ça aurait pas de sens, sauf si c'est l'histoire d'un fondateur qui a vraiment fait une révolution, qui a échoué une boîte, etc. Et là, il y a vraiment son parcours singulier. Ça, c'est encore autre chose. Mais il faut aussi être cohérent avec ce que tu vas proposer et présenter. Complètement. J'en profite, tu parles de Squeezie, où lui, justement, il a su choper ce twist entre YouTube, Twitch. C'est quelque chose que tu dois faire, du live, ou pas du tout? C'est pas du tout en considération? Je l'ai fait en radio et c'est pas mon truc. Okay. C'est pas mon truc. Puis c'est pas des plateformes qui sont... Je pense que je suis pas de la bonne génération qui a fait ça, entre guillemets. Moi, blablater, j'ai fait de la libre antenne pendant 3-4 heures. J'aime bien le jeu de ping-pong avec une personne, tu vois. Alors déjà, tu vas me dire, t'as un public, mais c'est pas du tout ce genre de format que j'aime. Okay. Ouais. Et par rapport justement aux demandes, ou en tout cas aux invités que tu peux recevoir, que ce soit aligné avec toi, tes valeurs et les objectifs du podcast, vous avez eu un peu des demandes farfelues avec Sarah sur Podpreneur? Ouais, on en a parlé en off. Alors pour la partie Podpreneur, ouais, pas pour mon podcast singulier, parce que là, c'est en général, les gens savent très bien, ils oseront pas. Enfin, j'ai eu des demandes pour des mises en avant, même d'ailleurs sponsorisées, et ça m'intéresse pas parce que c'était pas dans la cible, pas le sujet. Donc en fait, ça allait être mal perçu par ma communauté. Je préfère faire de la qualité et respecter les gens qui écoutent plutôt que faire de l'argent. Bon, ça c'est, certains diront, bah t'es un peu con, mais voilà. Non, sur Podpreneur, on s'attendait pas. On a eu des demandes toutes farfelues. Nous, on a quand même une éthique. On a quand même une grosse communauté de clientes femmes. On est des femmes. Et effectivement, on s'est interdit le domaine du porno, du X, clairement. Mais on a eu des demandes dans ce domaine-là. Alors en fait, certains collègues masculins nous ont dit, mais qu'est-ce que vous s'en foutez? Parce que finalement, vous n'êtes pas associés, on ne saura jamais. Moi, je pense que dans la vie, on sait tout, à un moment donné. Et puis, en fait, quand tu te regardes dans le miroir, il faut que tu sois OK, à l'image de ce que je te disais tout à l'heure, je veux déjeuner, je veux partager du temps avec mes clients. Bah, j'ai pas forcément envie. Et j'ai rien contre, parce qu'on a tous consommé ce genre de contenu quand on était jeunes. Mais moi, j'ai pas envie, en tant que professionnel, de les favoriser, j'ai envie de dire. Puis, il y a d'autres personnes qui le font très bien. Donc, voilà, il faut choisir dans la vie. Choisir, c'est renoncer, donc j'ai choisi. Ouais, c'est le positionnement, en tout cas, qui moi, me semble avoir, oui, c'est ça, en alignement avec ton éthique aussi personnelle. En fait, c'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, tu as quand même un sacré parcours où tu as fait pas mal de choses, mais on sent que tu as quand même la volonté de transmettre et de mettre en valeur les autres. Aujourd'hui, tu penses que c'est ton moteur principal, ou tu as encore quelque chose qui te fait vibrer encore plus que ça? La transmission, clairement, tu l'as dit, j'aime beaucoup ça. Et dans un ancien podcast il y a quelques années, c'était en 2013, une super invitée m'a dit, mais vous êtes un peu le trait d'union entre vos clients, les outils, donc ce sorte de connecteur qui va faire que ça va révéler presque un peu ces thérapeutes du web. Tu vois, j'ai beaucoup aimé, c'était une cliente Naturo qui m'avait dit ça, et j'aime bien ça, parce que ça vient rechercher autre chose qu'un vulgaire outil sans émotion, sans rien. S'il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a pas d'âme, comme pourraient dire certains, moi ça m'anime pas. Il y a besoin de ça. Donc oui, la transmission, clairement, j'aime beaucoup. Et puis parce que j'aime ce que je fais. En fait, j'aurais pu me dire, au bout de 16 ans, je suis blasée. La chance que j'ai eue, c'est qu'il y a d'autres personnes avec moi. Toute seule, je pense que oui, je me serais peut-être arrêtée. Mais là, le fait qu'il y ait du monde avec moi et que ça me permet, niveau énergie et niveau compétences, d'aller plus loin, bah ça, c'est chouette. Puis de se dire, on prend un gros projet, bah en fait, tu fais manger plein de personnes. C'est génial. Ouais. Et c'est une phrase que j'ai entendue dans mon cercle proche, c'est on dit que pour faire rayonner les autres, il faut être rayonnant. Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu arrives à passer ce temps à te recentrer sur toi, prendre un peu de hauteur pour justement pouvoir accueillir les autres le mieux possible?
Complètement, tu sais, il y a des jours où je reste à presque pas parler, à me reposer, à pas faire de visibilité. C'est pas tous les jours où je suis pimpée comme jamais, comme dirait Maître Gims, que j'adore communiquer. J'ai besoin d'avoir des temps de repos, parce que je sais, en travaillant avec un sport de haut niveau, notamment le taekwondo, en faisant aussi du dev perso, en comprenant comment je fonctionnais au niveau de ma santé, etc., j'ai compris aussi que j'avais besoin de ces moments-là. Moi, j'ai des amies, elles sont toujours... C'est des piles électriques tout le temps. Elles ont jamais besoin de se reposer. Je me dis, putain, et où ton chargeur, là? Je veux l'acheter, tu vois. Et en fait, j'ai accepté que j'étais pas du tout pareil. J'avais besoin de ce temps très fort, très haut, en même temps très reposant. Quand je fais des interviews, en général, le jour d'après, je suis full à la maison, en pilou, et tu dis, bon, c'est bon, voilà. Et c'est OK. Et tu vois, ça, on le dit pas assez. Parce que les gens pensent que c'est tout le temps, waouh, tu fais des stories, c'est incroyable. Bah non, peut-être que pendant 2 jours, en fait, t'avais la grippe et t'étais cloué au lit, ou alors t'avais une gastro, ou alors t'étais pas bien, ou ton animal, il allait pas bien. Enfin, et ça, il faut le dire aussi, ouais. Oui, on en revient à, tu montres une certaine vitrine, mais derrière, la réalité, elle est quand même reste inaccessible. C'est ça. Ouais. Surtout quand on voit toutes les casquettes, les choses en parallèle que tu fais, ça, je pensais que tu allais dire justement que toi, tu étais un peu la pile électrique et que justement, en t'écoutant, tu avais quand même cette source d'énergie-là, mais que ça dépend, on est tous différents chacun. On est tous singuliers. Faut vraiment s'écouter. C'est très très dur de s'écouter. Au passage. C'est très dur, mais beaucoup d'efforts. Quand tu prends beaucoup de baffes, et virtuellement, bien sûr, c'est pas symbolique, c'est pour ça que l'expérience est importante, c'est que tu comprends qu'il faut que tu changes. Et 1 fois, 2 fois, 3 fois, et tu vois, vous voyez tous les deux, quand il y a la santé qui est touchée, tu peux prendre n'importe quel entrepreneur. Dernièrement, David Laroche en parlait par rapport à sa santé à lui, avec sa chérie, pour la recherche d'enfants. Si tu n'as pas la santé, tout le reste disparaît en fait. Donc ça, c'est vachement important. Donc tu vois, les jeunes entrepreneurs qui nous regarderaient et qui diraient « Ouais, mais moi j'y vais à fond les ballons ». Bien sûr, j'étais la première, je faisais des nuits blanches, je travaillais, je dis « Ah, trop bien, j'ai fait 10 000 ce mois-ci, machin ». Sauf que le mois d'après, je faisais 1000 parce que j'étais cramée. Donc il y a ça aussi de dire, et d'ailleurs on voit beaucoup d'entrepreneurs à succès qui font ça, et qui pètent un boulon, burn-out, maladie, etc. Et, oui, donc il faut aussi un peu jauger, mais bon, c'est l'expérience nous fera apprendre ce qu'il faut, quoi. C'est vrai que j'ai vu cette phrase il y a pas longtemps qui m'a beaucoup parlé. C'est qu'on dit qu'on a plein de problèmes dans la vie de tous les jours, il y a toujours des trucs à régler. Quand tu as un problème de santé, t'en as plus qu'un. Exactement. Et là, c'est très juste. Bravo, j'aime beaucoup cette phrase. Elle est très parlante. Et oui, tu dis, quand tu prends un peu de recul, tu dis non, c'est vrai. On est sur Internet. On fait des trucs. C'est que des pixels. Je sais plus exactement la phrase d'un médecin chinois, parce que j'aime beaucoup la médecine chinoise. Elle est à la fois, on va dire, énergétique, à la fois physique, réelle, scientifique. Enfin, c'est incroyable. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et il disait qu'en fait, on court pour faire de l'argent. Et finalement, cet argent vient presque nous épuiser, voire nous tuer. Et après, on dépense de l'argent pour guérir notre santé. Pour aller mieux. Et je me suis dit, mais il a complètement raison. En fait, on est con. Il y a un truc dans le cycle qui est pas... Ça marche pas. Là, l'ikigai, il fonctionne pas, là. Mais c'est d'ailleurs tout le principe de la médecine asiatique, où tu payes ton médecin tant que tu vas bien, et par contre, le jour où tu es malade, là, tu ne payes pas parce qu'il considère qu'en fait, il a mal fait son travail et qu'il aurait pu venir en prévention. Et on voit en effet complètement la perspective qui est complètement différente. Ah oui, complètement. Et autre sujet, mais du coup, pendant sans transition, exactement, pendant ces années, est-ce que justement pour aussi garder la motivation, comme tu disais, toutes les baffes que tu as pu prendre, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont accompagné, que ce soit en mentor, en modèle? Comment tu as réussi aussi à garder cet axe, de dire non, on y va, let's go. Il y a des gens qui font confiance, on peut y aller. Ça a été plein de rencontres, c'est pas le but de les citer parce que c'est pas dans l'écosystème WordPress, quoique, tu vois, Émilie en fait partie, elle m'a conseillé plein de trucs, notamment Trello. Elle me dit, mais comment tu fonctionnes, tu connais pas Trello? Bah non. Bah putain, je me suis dit, ouais, elle a raison. Mais, tu vois, ça peut être des personnes de notre écosystème, ça peut être des geeks autour de nous, et c'est des gens aussi en dehors de l'écosystème qui m'ont dit... ah tiens, pour ta prise de parole, pour ta posture, pour ta santé, pour ton positionnement, pour ton leadership, enfin pour plein de choses. Et c'est juste que j'ai été assez intelligente de me dire, ok, c'est bon, je suis une jeune entrepreneuse, je suis un peu faux-follette, je veux gagner beaucoup d'argent, et en fait non, c'est pas tout de suite beaucoup d'argent. Et j'ai mis mon ego de côté et je me suis dit, ok, il faut que j'écoute et il faut que je progresse. Donc j'en ai eu plein, mais j'ai eu cette capacité à écouter et me remettre en question. Et je pense que c'est vraiment important. Demain, vous me dites, je sais pas, dans un échange, on se voit et tu dis, bah tiens, d'habitude, tu fais une intervention, tu as vu ce que tu as dit là, bah, je vais me dire, ok, je vais me poser 5 minutes, je vais me dire, ils ont peut-être pas tort. Ou alors, au contraire, tu dis, ça c'est un jaloux, c'est ok, je prends pas en compte. Mais je pense que c'est important de se dire,
attention, les petites aides, tu sais, les petits signes sur le parcours, parce que les gens bienveillants te donnent beaucoup d'indices. Donc oui, des mentors, j'en ai eu plein, à des parcours de vie. Quand j'ai eu la perte de ma mère, forcément, j'ai eu des aides et des alliés incroyables que jamais j'aurais imaginé. Donc forcément, ouais, j'en ai plein à des moments précis, dans plein de domaines différents, mais ça peut être du voisin au super pote, et souvent, c'est les gens auxquels tu t'attends pas. Ouais. Et du coup, après, sur le long terme, tu sais que sur eux, tu peux quand même te reposer et t'as confiance. Exactement. Non, puis du coup, on part là, tu vois, on parle des mentors, des gens qui ont pu t'inspirer dans le pro, mais qui au final ont eu un vrai impact personnel. Bien sûr. Ça t'a profondément changé. C'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est qu'on fait du dev perso. Ouais. J'en suis persuadée. Alors, je ne suis pas expert scientifique pour le dire, mais de mon expérience, oui, tu grandis et tu développes plein de canaux, social, intellectuel, formateur, plein de choses. Je suis complètement d'accord. Moi, j'ai trouvé que quand on s'est vraiment lancé dans cette aventure entrepreneuriale, j'ai été surpris. Je pensais qu'on allait faire du dev, qu'on allait être des créateurs, et que en fait, on fait que de l'humain. Ouais. Et c'est là où je pense que j'avais le plus de retard en plus. Donc, en fait, c'est le plus dur et c'est ce qu'on fait le plus. En fait, c'est de l'humain avant tout. Oui, mais tu as cette capacité à te dire, ok, j'ai envie de progresser, ou peut-être que je suis pas vraiment au top niveau sociabilité. Ok, bon, je me fais violent, j'y vais, et c'est pas grave si je suis gauche. En fait, il y a que toi qui vois qui t'es gauche. Ouais, c'est ça. Les gens voient pas la même chose que nous. Non, complètement. Regarde, aujourd'hui, tu fais un podcast. Oui, non, mais si tu vois, elle me posait la question tout à l'heure. Si tu te regardes derrière, t'aurais pas imaginé faire peut-être un tiers de ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, et c'est ça la magie de la vie. Et comme tu disais, t'entends les remarques. Par exemple, si là on disait un truc sur un truc qui nous avait marqué, t'as quand même aussi l'intelligence de te remettre en question, où souvent on peut se dire bah non mais ça fait 20 ans que je fais ça, on l'a tous entendu, ça fait 20 ans que je fais ça, tu vas pas m'apprendre mon métier. Il y a des gens très jeunes qui ont des super idées et faut aussi les écouter. Alors par contre faut faire le tri avec les conneries que tu peux entendre. Ça c'est le plus dur, ça prend du temps de faire le filtre rapidement. Mais ouais, aujourd'hui des gens qui se lancent, etc., t'es réceptive à prendre des infos tant qu'elles sont pertinentes. Complètement. Mais même dans le récent podcast dans lequel je suis passée, donc de Flavie, j'ai eu plein de super retours de freelance qui justement disent, ils m'ont dit j'ai fait que 10 000 à l'année, à 15 000, est-ce que tu as des conseils ? Et en fait, on s'est échangé des choses. Et ils me disaient, oui, mais tu vois, dans ton parcours, il y a ça, ça, ça. Et quand je leur ai dit, je leur ai expliqué comment ça s'est passé, peut-être le moment douloureux ou autre chose, en fait, ils m'ont fait des retours. Je leur ai dit, merci parce que tu m'as aussi fait grandir ou prendre conscience de plein de choses. On me dit, ah ouais, finalement, j'étais pas si mal que ça, quoi. Tu sais, des fois, t'as tendance un petit peu te flageller, dire, bon, je suis pas très très bien. Mais en fait, c'est super, quoi. Donc oui, c'est important. Mais encore faut-il trouver les vraies personnes sincères. Pas les gens qui vont te donner des trucs parce qu'ils sont pas bien dans leur vie. C'est pas intéressant, quoi. Et avec cet amour de la transmission lié à la volonté de faire grandir et de grandir, l'aspect formation, mentorat, toi, c'est quelque chose qui t'intéresse ou que tu as déjà pu faire par le passé ? J'ai déjà pu faire et c'est pas vraiment mon format chouchou. Tu vois, Sarah le fait très très bien. Elle est vraiment la faite là-dessus, là-dedans, pardon. Maxime aussi, tu vois, de la communauté, c'est un super formateur. Je lui ai déjà dit et je lui redis. Moi, c'est trop scolaire, en fait, c'est trop théorique, etc. Moi, c'est pas vraiment le format que j'aime faire. J'en ai fait beaucoup, mais j'aime plus être en relation avec mes clients plutôt que des élèves ou des apprenants. Tu vois. Okay. Ça me convient pas. Mais par contre, je suis admirative de Alexis Tribu-Indé. Il est extraordinaire en mentorat. Il a cette fibre-là, il faut le faire. Mais moi, c'est pas du tout mon créneau. Ok. Et si on imagine, on a parlé d'avant, si on imagine la suite. Aujourd'hui, dans 5 ans, tu te vois où ? Tu te vois faire quoi ? Tu te vois toujours à Grenoble déjà ? Je ne sais pas. Tu sais, c'est des questions que je pose dans mes podcasts. Donc, je les connais. Donc, merci de me les envoyer. J'aime bien. Moi, je dis toujours que tout est possible. Alors, j'ai vécu principalement à Grenoble, mais dans la vie, tu ne sais pas les rencontres que tu fais, tu ne sais pas comment le business évolue. Je suis pas fermée. Bon, il y a des pays qui m'intéressent pas. J'aime malgré tout notre France parce que même si aujourd'hui, quand on tourne, on est en pleine crise économique quand même et politique, c'est très compliqué. Je trouve quand même qu'on a un magnifique pays. Donc, de devoir aller à l'étranger pour faire moins d'argent, plus d'argent, gagner, etc., je me vois pas partir à l'étranger, ça c'est sûr. Mais pourquoi pas des grandes villes ? Moi j'aime beaucoup Paris, j'aime beaucoup Lyon. Après je bouge déjà beaucoup au quotidien. Tu vois, je suis chez moi à Grenoble à 30% du temps. Le reste du temps j'y suis pas. Donc finalement je suis un peu nomade.
J'ai pas la roulotte, mais presque. Mais presque. Maintenant qu'on a fait un bon tour de ton parcours, si on récapitule un petit peu, il y a le côté création de site web, d'identité, créatrice de contenu, podcast, agence de podcast. Est-ce qu'il y a une casquette qui te définit plus, ou en tout cas que tu aimerais qu'on retienne davantage, ou est-ce qu'elle joue toutes sur un pied d'égalité? Non, il y a clairement la partie intervieweuse, podcasteuse, qui chez moi, tu vois, c'est un exercice qu'on pourrait faire d'ailleurs avec votre communauté. C'est si demain, tu n'as pas de problème d'argent, tu te dis, allez, il y a 5 000 balles qui tombent tous les mois, ou l'équivalent de ce que tu as besoin, parce que chacun est relatif, si tu as des enfants, c'est différent. L'argent tombe, tu sais, comme les 12 coups de midi, tu as un truc pendant une année, hop, ça tombe, sans être maître de midi. Et finalement, tu fais le job qui te passionne. Bah en fait, moi, c'est une évidence. Moi, c'est ça. De toute façon, je le fais déjà maintenant, mais c'est une évidence. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui le font pour un souci alimentaire, parce que ça rapporte, parce que c'est une offre. Et tu vois, c'est aussi ça, de se dire, n'attendons pas qu'il y ait le décès de quelqu'un, une maladie, ta boîte qui ferme, etc., pour pouvoir aller réaliser vraiment le projet qui te passionne. Ou alors de tout abandonner. Moi, j'ai des amis, ils ont tout abandonné à 50 ans. Ils se sont dit, on va créer un petit restaurant français à l'autre bout du monde, et c'est OK. Ils sont hyper heureux. Donc, et en fait, ils n'ont pas scalé, ils n'ont pas fait 1 million, et c'est OK. Donc, c'est plus ça. Est-ce que dans la même veine, tu aurais un autre message à faire passer à celles et ceux qui nous écoutent ou nous regardent? J'en ai dit beaucoup déjà. J'en ai dit beaucoup. Dans quel axe alors Ou alors, ça peut être typiquement une phrase que tu aurais aimé qu'on te dise à tes débuts, par exemple. Il y en a plusieurs. Je pensais avoir déjà réduit le spectre. Tu vois, ça va de pair avec qu'est-ce que tu te dis à toi-même. Enfin, tu vois, à la Déborah de 2009, en fait, c'est un peu l'exercice que je fais et j'avais vu un peu dans vos podcasts. C'est de ne pas être aussi exigeante dans le sens où de se dire, l'effet FOMO, de se dire, en fait, tu seras pas assez bien, quoi. Ouais. Tu seras pas assez connue, tu seras pas assez ambitieuse, tu seras pas assez courageuse. Il y a pas assez t'as pas assez de diplôme, par exemple, dans ce domaine-là. Parce que tu vois, je suis pas journaliste et pourtant je fais des interviews. C'est vraiment le pas assez parce que je viens d'une éducation, il fallait toujours être au top du top. Donc c'est ce message-là de dire, de se lancer, de faire l'expérience. Tu vois, Podpreneur, personne n'y croyait. Autour de nous, les gens disaient, ouais. Tu fais déjà des podcasts, ça te suffit pas? Bah non, en fait, non. Non. OK. Un Grenoble? Mais ouais, tu vois, en fait, finalement, on a lancé le truc à Grenoble et en fait, on va partout en France. Donc, en fait, il n'y a pas de règle. Donc, lancez-vous, testez-le, mettez le minimum d'investissement parce qu'en fait, le but, c'est pas de se ruiner et je suis sûre que ça peut marcher. Et au pire, au bout de 6 mois, vous arrêtez, vous faites autre chose. On est sur le mieux fait que parfait. Mais c'est vrai que même en dehors de lancer sa société, c'est vrai que même nous, quand on a voulu contacter les gens, je pense que la première personne qu'on a contactée, on a écrit 6 fois le message avant de se dire « Ah non, on va l'embêter, etc. » Et en fait, on a été super bien accueillis. Et c'est aussi quelque chose ça a été le cas sur tous les autres invités. Enfin, vraiment, pour tous les autres invités, ça a été pareil. Et c'est quelque chose aussi que Alexis, du coup, nous disait pendant sa formation. C'est lorsqu'on fait vraiment du démarchage, qu'on va contacter les gens, j'ai horreur de déranger. Il dit « Mais au pire, il se passe quoi? Au pire, t'as pas de réponse. Au pire, à la limite, t'as un non. Bon, c'est vrai que quand tu prends en perspective, c'est pas si grave. En fait, ça fait vachement bien de désacraliser ça, de se dire, mais en fait, au final, tu risques pas grand-chose, même rien. Mais tu sais, pour mes interviews, alors j'ai la chance maintenant d'avoir des personnes qui vont aller demander des interviews, gérer un peu l'organisation, mais encore aujourd'hui, des gens comme Amélie Nothomb, j'ai contacté et je suis allée chercher les contacts. Alors, elle n'a pas de disponibilité, donc ça ne se fera pas en tout cas pour l'instant. Mais je me dis, je veux aller demander. Et au pire, j'ai pas de réponse, au pire, j'ai un non. Et c'est OK. Mais tu auras la satisfaction de j'aurais été jusqu'au bout. Et puis pourquoi pas, peut-être que finalement, à un moment donné, on va se recroiser. On ne sait pas la vie en fait. Donc, faut y aller. Les rencontres, c'est pareil. Les rencontres professionnelles, tu demandes, tu vois, etc. Puis ça peut marcher. Le plus dur, c'est de parler aux bonnes personnes en fait. Et de savoir à qui identifier et de leur parler. C'est comme quand tu veux aller courir ou marcher. Le plus dur, c'est d'enfiler tes baskets. C'est ça. Vas-y, je passe le cap. Mon message ne sera pas parfait. Mon message, ceci. Vas-y, juste tente et on verra. Écoute, je tiens vraiment à te remercier, Déborah, pour cet échange. Merci à vous deux. Plein de sincérité et tu nous as livré plein de choses. Et c'est ce qu'on adore et j'espère que ça se verra. Pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver, suivre ton travail ou entrer en contact avec toi?
Bon, il y a différents outils, différents canaux. J'imagine Il bien. suffit de taper mon nom sur Google ou sur les réseaux sociaux, donc ils devraient trouver. S'ils sont intéressés par les interviews, donc c'est plus YouTube, même s'il y a le site singulier qui existe, mais voilà, c'est sur YouTube. Sur tous les réseaux, je suis assez facilement connectable, trouvable. Et avec grand plaisir, et surtout de mettre des commentaires et de venir me contacter parce que j'adore répondre. Il y a Trop bien. personne qui le fait à ma place. Ça, c'est même si demain je suis overbookée, je ne veux surtout pas le déléguer parce que je trouve que c'est trop important. On est trop dans l'automatisation de réponses. Il y en a marre. Et en fait, les gens, si j'avais écrit à quelqu'un à l'époque, j'aurais voulu que ça soit effectivement sincèrement la personne qui me réponde. Donc, et puis c'est mon plaisir aussi de voir un peu les anecdotes et tout ça. Complètement. De toute façon, on mettra en description tous les sites singuliers, Podpreneur, et même ton site perso. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Il y en a 25 à mettre. On mettra tout ce qu'il faut, évidemment. Une reco perso de quelque chose qui t'a marqué dernièrement, un livre, une série. Alors, si c'est livre, si c'est série, si c'est... il y en a plein. Il y en a plein. Mais le podcast de faire des choix. Ouais. Qu'est-ce que tu consommes le plus, toi? Série, livre ou film? Alors, série. Série. Okay. J'adore. En fait, le film, déjà, il faut au moins 2 heures. Puis après, c'est terminé. Ce que j'aime bien, c'est que c'est des micro-bouts en série. Puis il y a le côté un peu addictif. Du coup, t'as l'impression toujours de regarder. Et c'est surtout qu'il y a une continuité, une boucle. Et ça, j'aime beaucoup. Okay. J'aime beaucoup la série. Je suis pas très consommatrice de livres. Je suis une très mauvaise élève. Et en fait, peut-être que ça va dédramatiser et certains vont dire ah putain, c'est bon. Heureusement, il y a quand même, il y a quand même une entrepreneuse qui a réussi, qui aime pas lire. Je n'aime pas lire. Et quand je lis, c'est vraiment soit c'est un invité qui me passionne, parce que je feuillette au moins, je creuse l'invité, notamment son ouvrage. Donc soit c'est pour le travail, soit c'est vraiment parce que je sais que c'est une amie, c'est un sujet qui me passionne, ou alors à ce moment-là, comme c'est par exemple en lien avec mathématiques pro, ou alors du dev perso, ou c'est une question que je me pose, ça je vais aller creuser, mais je suis pas trop amatrice de livres, donc je pourrais pas te dire livre, même si j'adore Amélie Nothomb, et j'ai lu beaucoup de ses ouvrages, et j'adore le côté culotté quand elle écrit, et puis dans son personnage qui est atypique. J'aime beaucoup. Série, il y en aurait plein. Podcast que j'adore, même si je comprends pas tout l'anglais, donc je traduis, c'est que Sarah m'a présenté, c'est The Diary of CEO. Okay. J'aime beaucoup son approche, j'aime beaucoup la manière dont il interview, donc super podcast que je recommande à avoir, et sur plein de sujets. Donc ça fait vraiment écho. Moi, dans les inspirations, il y a lui, et quand j'étais plus jeune, alors bien sûr Oprah Winfrey sur le côté leadership, mais j'adorais Cathy Couric, qui fait des interviews sur Yahoo News maintenant, qui est une américaine. En France, d'ailleurs, on m'avait fait une remarque une fois, on m'a dit, mais en France, t'es inspirée par personne. Alors, j'aime beaucoup Élise Lucet, même si c'est pas dans mon créneau d'animation, et j'aime beaucoup Léa Salamé, que j'ai pu voir en vrai dernièrement. Donc voilà, fait partie. Je trouve que il faut soutenir entre femmes et dire, ok, on a le courage, parce que les femmes sont plus facilement critiquables, parce qu'il y a une mauvaise posture, parce qu'elle a dit quelque chose, parce qu'elle est la femme de telle personne, alors que des fois, l'homme, on critique pas autant, sans être pour autant féministe, mais je trouve que des fois, c'est pas facile. Donc se soutenir entre femmes, c'est aussi bien quand même. Ouais, complètement. Faut le faire. J'en profite, je glisse une question, vraiment une question de voleuse. Tu parles de la télé, là. C'est un truc que tu imagines un jour aller vers de la télé ou pas du tout? C'est pas un rêve. C'est pas le truc. À 80 ans, je me dirais pas, j'ai pas été en télé, j'ai loupé ma vie, quoi. Pas du tout. Parce que c'est vraiment l'expérience de l'échange. Après, si ça se présente, pourquoi pas. Enfin, moi, je suis tester, pas... en tout cas, pourquoi pas, quoi. J'en ai fait quelques-uns. Je suis plutôt à l'aise de ce qu'on me dit, mais j'irai pas jouer un jeu, tu vois. J'irai pas faire le truc pour faire la sensation. Ça me plaît pas du tout. Mais c'est vraiment l'échange à deux ou plateau qui me plaît, où tu vas échanger sur des sujets plus ou moins variés, où il y a une petite recherche intellectuelle de débat. Quoi. J'aime bien. Dernière vraie question, qui est-ce que tu aimerais voir à ta place pour un prochain épisode? Tu m'en avais parlé avant, donc j'ai un peu réfléchi. Alors, hors communauté, moi je pense que dans ton podcast, qui fait quand même le lien avec notamment le SEO, tu peux inviter Amandine Barr, qui a une histoire assez sympathique, assez difficile aussi, et en plus qui est à la fois tech, mais très sensible. Donc je pense que ça pourrait être super bien de parler de ça. Elle est très douce, elle a une super communauté, une belle communication, et à la fois elle a réussi à faire un business énorme dans le SEO, donc pour une femme, c'est assez incroyable. Et en plus, comme tu disais, par rapport au soutenir entre femmes, elle a subi des trucs qui Exactement. étaient clairement... Pas facile. Et qui a compris des proportions déplacées, qui étaient affolantes. Ça, c'est... Ouais, on n'en parle pas assez, mais oui.
Oui, donc il faut en parler, même si ça peut gêner. Je trouve qu'il faut s'accepter avec toutes nos différences, qu'on ait des handicaps, pas handicaps, etc. Et il ne faut pas rester dans le silence. Tu vois, les podcasts, c'est aussi ça, c'est prendre la parole, s'exprimer, partager. Et si ça gêne des gens, les gens se désabonnent et ils vont voir autre chose. C'est OK. On force personne. Non, c'est ça, pas de couteau sous la gorge. Écoute, merci beaucoup à toi, Déborah. Merci à vous deux. Et puis, très bonne continuation. Et on espère te recroiser bientôt. Avec grand plaisir. Merci. Merci.